Ah ouais, grandiose et parfait, mais froid et clinique. C'est un bon résumé de Stanley Kubrick. 2001, l'Odyssée de l'espace est considéré comme une référence absolue de la science-fiction cinématographique que tout fan de cinéma et de SF se doit d'avoir vu et d'aimer. Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre qu'il n'est pas du tout ma tasse de thé. En effet, là où beaucoup vivent une véritable expérience métaphysique, mes multiples visionnages ne m'ont jamais amené qu'à une seule et unique réaction. Et le truc, c'est que quand je le dis, les réactions que j'obtiens me font surtout dire qu'on a développé un culte autour de ce film, comme s'il avait inventé à lui tout seul le cinéma de science-fiction, sans vraiment qu'on puisse m'expliquer ce qu'il fait de si extraordinaire pour être considéré comme le saint patron des films de SF. J'ai donc décidé de faire cette vidéo pour m'expliquer, pour moi-même, mon désintérêt pour ce film, mais aussi pour profiter de l'occasion pour me plonger dans la filmographie d'un réalisateur que je n'apprécie pas spécialement, mais dont je respecte le travail. Stanley Kubrick est une figure mythique du cinéma, un homme à qui on a attribué le statut d'idole, que certains pensent qu'on devrait forcément aimer quand on se déclare cinéphile, ce qui, pour ceux qui ne le savent pas encore, et les autres vont l'apprendre très vite, n'est pas du tout mon point de vue. Je vais donc œuvrer dans cette vidéo à désacraliser Stanley Kubrick, mais je veux aussi m'intéresser de plus près à son travail, voir ce que j'y apprécie, ce que je n'aime pas, et vous inviter éventuellement à le découvrir avec moi à travers un retour un peu plus profane qu'à l'accoutumée sur sa filmographie. J'ai beaucoup de mal avec l'idée d'en faire une déification parce qu'au final c'est assez simple de faire du Kubrick, au sens où il utilise les mêmes outils de narration que tout le monde. Il faut dire que dans ma vision du cinéma, rien n'est incontournable. Il faut s'intéresser à tout, oui, mais personne n'est obligé d'aimer quoi que ce soit en art, qui est toujours une rencontre entre le spectateur et la vision du monde de l'artiste, sa personnalité, et comme dans la vraie vie, si on doit être curieux de tout le monde, on finit pas forcément ami avec. Et ben moi je suis pas ami avec Kubrick, même si je m'y suis intéressé. Ce qui ne veut pas dire que je le méprise ou que je renie son talent, ni même que je suis particulièrement en désaccord avec lui. Et alors que 2001 l'Odyssée de l'espace vient de célébrer ses 50 ans et de recevoir pour l'occasion un tout nouveau Master 4K, je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer que ne pas apprécier Kubrick ne veut pas dire passer à côté de ses qualités, mais que son cinéma n'est qu'un grand cinéma parmi d'autres, un point de vue sur le monde qu'on peut apprécier ou non, par rejet ou pour d'autres raisons. Ah oui, et d'avance, même si tous les films ont plus de 20 ans, Kubrick est un ancien photographe de presse autodidacte et formé sur le terrain, américain, né en 1928 et mort en 1999, qui à 22 ans a décidé de s'intéresser au cinéma. Il commence par réaliser 2 films documentaires en noir et blanc, dans lesquels il se contente de filmer la journée de 2 personnes, le boxeur Walter Cartier et le prêtre catholique Fred Stadtmüller. Les 2 récits sont faits dans l'ordre chronologique, un prosaïsme qui témoigne déjà de l'assouvissement au réel que je vais lui reprocher au fil de cette vidéo, pour un début dans lequel la seule subtilité de mise en scène, outre bien sûr la composition des plans quasi parfaite, est ce passage où on décrit la terreur que Cartier est sur le ring sur des images de lui jouant avec son chien. Walter has a knockout punch in either hand, and he's one of the hardest-hitting middleweights in the ring. Le deuxième, bien que construit exactement pareil, est cela dit plus intéressant par son sujet, un prêtre qui fait ambulancier de secours par avion parce qu'il en a un pour faire le tour de sa paroisse. Pas grand chose à noter, c'est toujours tellement bien cadré que le panneau de fin n'a aucun problème à s'aligner avec la ligne d'horizon puisqu'elle est parfaitement centrée alors qu'il cadre depuis un véhicule en mouvement. Mais j'adorerais imaginer sa réaction quand il a galéré à cadrer l'avion qui atterrit ici. Ok, so let me take the plane back. No, fuck. Yeah, never mind, I'll hide it in a crossfade. Et sinon, rien de spécial à part danger, prêtre qui touche un enfant bizarrement. Après être passé réalisateur de la seconde équipe sur plusieurs omnibus, des documentaires historiques, sur Abraham Lincoln, il réalise ensuite son 3e documentaire, le premier en couleur, The Seafarers, un film promotionnel sur la marine marchande et les protections que son syndicat offre à ses employés. Et là on découvre ses 2 marques de fabrique principales. D'abord, les travelling. Un mot franco-français parce qu'on dit dolly shot en anglais, du fait que les chariots grâce auxquels on les réalise s'appellent des dolly, qu'ils fonctionnent sur rail ou avec des pneus. Kubrick fait tout le temps des travelling, souvent accompagnés de panoramiques de la caméra, qui offrent à ses plans un sentiment de grandiose grâce à la perfection du mouvement et son aspect non humain et parfait. Sa caméra est souvent portée dans les 2 premiers, probablement à cause de la nature documentaire du tournage qui imposait à Kubrick de réagir vite pour capturer l'instant, même si certains plans étaient clairement retournés et les événements rejoués. Maintenant, elle est toujours fixée à quelque chose, que ce soit un trépied ou un chariot de dolly, pour être bien fixe et lui permettre de bien aligner les choses dans son cadre. C'est un des aspects de lui dont se sont inspirés beaucoup de réalisateurs modernes comme Wes Anderson, Jean-Pierre Jeunet, David Fincher ou mon très cher Ridley Scott,
qui vient de son amour pour le cinéma du franco-allemand Max Ophuls et ses caméras qui se déplaçaient librement autour du et dans le décor afin que le storytelling passe aussi par les mouvements de caméra. Pourtant, ce sera une des marques de sa froideur, car contrairement à Ophuls, sa caméra est très raide au lieu de se faufiler dans le décor et suivre les personnages, qu'il filme avec une précision robotique, puisqu'il n'utilise quasi jamais la profondeur de champ dans sa narration visuelle, et tout est toujours net, partout. Et quoi qu'il filme, ça devient donc clinique et glacial. Alors quand je dis que Kubrick est froid ou robotique, je veux dire qu'il est très formel. Il filme ce qu'il doit filmer. Il filme l'action, de loin, dans sa globalité ou son contexte, et sans aucun mouvement involontaire. Rien de mal là-dedans, j'aime beaucoup les plans composés, mais ça s'additionne au deuxième point. La deuxième marque de fabrique révélée par ces documentaires, c'est que clairement à cette période, il a aussi commencé à vraiment détester ses congénères êtres humains, ce qui se traduit par un recul de la caméra. Dans ses tout premiers films, sans doute à cause du tournage en décor réel, il était plus proche de ses personnages, entre le plan taille et le gros plan. À partir de là, il ne va quasi jamais dépasser le plan épaule, très rarement aller au gros plan, et ultra rarement aller au-delà des focales courtes et des grands angles, 30-40 mm en moyenne. Et c'est là que je commence à avoir du mal avec le style de Kubrick. Pas que j'aime particulièrement mon prochain, mais pour avoir un tant soit peu la sensation d'être dans un film et proche des personnages, j'ai besoin de quelques gros plans. C'est un peu la même distance, voire haine envers ces personnages qui me font détester le cinéma de Michael Haneke. Cette absence de compassion pour ces personnages, qui sont rarement plus que ça, des personnages, mais avec un peu plus d'amour pour Kubrick tout de même, qui les filme ainsi parce que son intérêt premier est l'histoire qu'il raconte. Si elle s'inquiète du personnage, lui aussi. Sinon, non. Il le laissera se faire porter par le film, vu que de toute façon, il met toujours un narrateur pour t'expliquer ce qu'il y a dans leur tête. It's a hard life, but to him it's worth all the hardship and the risk. To him it's worth everything. At the hospital, the baby will be treated and nursed back to health. And that, really, is the only reward ever asked by the spirit of St. Joseph's Flying Padre. Ayant à son sens suffisamment appris, il récolte de l'argent auprès de ses proches, fait marcher ses contacts en production, et sort son premier film en 1953, Fear and Desire, l'histoire d'un groupe de soldats perdus au milieu d'un conflit entre deux pays fictifs sans nom, et ses conséquences sur leur mental. On peut y voir les racines du futur Full Metal Jacket avec cette analyse des effets de la guerre sur le moral des bidasses, avec cependant une note bien plus onirique et poétique que dans le reste de sa filmographie, aidée par un montage et un jeu d'acteurs assez lent, ou le fait qu'à tout moment, quoi qu'il se passe, où qu'il soit, on entende constamment les bombardements au loin. On retrouve même le symbole de la femme détruite par la folie du conflit, ou du plus jeune du groupe qui finira fou. Pour appuyer l'absurdité de la guerre, il emploiera une figure de style très difficile à gérer, mais qu'il réussira régulièrement dans son travail futur, le double casting d'un même acteur dans plusieurs rôles, puisque les soldats qu'affronteront nos héros sont joués par les mêmes acteurs qui jouent nos héros. Et là arrive l'élément ultime de mon désamour pour Kubrick, son nihilisme. Raison pour laquelle cette vidéo s'appelle Stanley Kubrick, ou Pourquoi la vie c'est de la merde et nous devrions tous crever. Parce qu'en gros, c'est ce qu'il nous dit dans chacun de ses films, et c'est en bonne partie ce qui fait son succès, ce regard cynique et nihiliste sur la vie et ses ironies, qui font systématiquement échouer les personnages, ou les bonnes intentions. Chaque œuvre de ce bon vieux Stanley est axée là-dessus. Ça ne sert à rien d'essayer, de toute façon vous échouerez à atteindre votre vrai objectif, à cause des autres très souvent, ou de vos propres défauts. Dans Fear and Desire, nos soldats, abandonnés dans une zone de conflit active, s'en sortent en fait extrêmement bien pendant toute la première partie. Rejoindre une rivière qui les mènera en terrain ami, prendre d'assaut un poste isolé et se ravitailler, et construire leur radeau. Excepté le fait qu'ils se soient fait surprendre par une jeune fille du coin, qu'ils ont maîtrisée en douceur, ils gèrent plutôt bien leur situation. Sauf que le plus jeune va succomber à sa propre peur, sans même l'aide d'une attaque ennemie, la charge de stress, la simple angoisse de se retrouver en zone de combat, le rendant totalement fou, l'amenant à terroriser la jeune fille, et finalement, la tuer. Et enfin, alors qu'ils sont à deux doigts de la sécurité, ils repensent à la maison au bord de la rivière qu'ils ont remarqué plus tôt dans le film, une installation ennemie sans aucune importance, qu'ils pourraient passer sans problème, mais enorgueillis par leur réussite insolente jusque-là, et par l'idée d'être des héros et peut-être tuer un général important, ils essayent de l'attaquer et perdent encore un membre du groupe. Enfin, c'est pas sûr, ça dépend comment vous interprétez la fin et si vous choisissez que c'est réel ou que c'est qu'un fantasme, comme le suggère la brume omniprésente. Donc, parvenir à rentrer discrètement et survivre en terrain ennemi ne leur aura servi à rien car ils se sont eux-mêmes jetés dans la gueule du loup et finissent détruits intérieurement même s'ils ont survécu, à cause de leurs propres travers et alors qu'on apprend que leurs ennemis sont bien moins belliqueux qu'ils ne pourraient le croire.
Tout ça pourquoi? Parce que pour Kubrick, l'être humain est dirigé par deux pulsions qui restent ses maîtresses à vie. Lesquelles? La peur et le désir. Le sexe. Comprenez la peur et le sexe. Là c'est encore les années 50, il se limite, mais ça va très vite devenir le sexe. La peur et le désir pour la mamie de Milla Jovovich ont détruit le bleuet, le désir de gloire a détruit le reste de l'équipe. Les prémices de son futur style sont déjà là, comme le fait de constamment travailler à mettre nos soldats dans les chaussures de leurs opposants, qui marque les débuts de son côté transgressif, vu qu'il dit ça à peine 8 ans après la guerre de 39-45, et alors que ses héros sont vénérés. Ou encore, le travail du cut pour rendre la violence d'une situation, qui marquera son œuvre toute sa vie. En revanche, ce côté poétique, ces deux factions et nations sans nom, où nous sommes tous égaux au final, bah ça va totalement disparaître, parce que cette histoire-là a été écrite par un de ses amis poètes. Après ça, il écrira seul, ou à deux, mais jamais dans un autre sens que le sien. D'ailleurs, il va totalement rejeter ce film comme un exercice inepte et prétentieux, probablement parce qu'il est aussi éloigné de la pure et simple réalité. Et puis ben... voilà, à quelques exceptions près qu'on abordera plus loin, on vient de résumer tous les aspects de sa mise en scène. Objectif grand angle et plan large, éloigné du personnage, qui donne une impression d'espace mais aussi de vide. Travelling en veux-tu en voilà pour avoir des plans dynamiques et qui permettent de raconter l'histoire. Une composition parfaite, un montage lent et à la fin de chaque histoire, la morale c'est tout ça ne valait pas le coup. Et juste parce qu'il fait ça et veille à le faire bien, on en fait un incontournable et on lui voit un culte à la limite de l'hystérie. 1955, Killer's Kiss, son deuxième long métrage, va apporter un autre élément de la mise en scène de Kubrick. La lumière. Là aussi, je vais être relativement en désaccord avec l'avis des fans de Kubrick pour qui sa lumière est absolument incroyable, mais à ce stade de sa carrière, c'est encore difficile d'aborder mon souci. C'est effectivement étudié ici, travail des noirs profonds, du clair-obscur grâce au contraste du noir et blanc, et bien entendu des ombres projetées et ombres en général. Tenez, rien que dans ce plan, il doit y avoir 25 projecteurs rien que pour faire toutes les ombres et taches de lumière sur chaque élément qu'il trouve important. Regardez-moi ça! Regardez ça! Le truc, c'est que ça révèle pas spécifiquement un attachement de Kubrick pour la lumière. Ça montre juste qu'il sait faire un film noir. Ah oui, avec son histoire de pauvre type qui doit sauver sa voisine femme fatale dont il est tombé amoureux des griffes du mafieux qui la retient, le baiser du tueur est bien un film noir, avec les lumières qui vont avec. Et c'est là que le côté culte de Kubrick me rend dingue, putain, n'importe quel réalisateur qui se respecte travaille la lumière. Le truc c'est que dans les années 50, la pellicule était pas très sensible, donc faut mettre des tonnes de lumière pour y voir quelque chose, ce qui naturellement donne ce travail de composition de la lumière. J'en avais même déjà parlé dans ma vidéo sur Michel Hazanavicius pour expliquer les ombres dans OSS 117. Donc oui, Kubrick travaille ici la lumière, bien plus que dans Fear and Desire, qui était presque intégralement en lumière extérieure, et comme il le fera tout au long de sa carrière. Mais c'est pas la multiplication des pins non plus, ok ? On se calme, c'est normal de travailler la lumière, surtout dans un film noir. Bon, pour le reste, la plupart des critiques trouvent le film anecdotique, Kubrick le premier, dont ce sera d'ailleurs le seul script écrit en solo. En effet, ce cher Kubrick fait des erreurs en apprend comme tout le monde, sait reconnaître où il a des faiblesses, et remédie au problème en engageant la meilleure personne pour le poste. Et il a raison, il n'y a rien de très notable. Quelques montages parallèles entre notre boxeur qui se prépare à se battre et sa voisine danseuse de charme qui va s'émousser dans un bar à filles. Assez classique, surtout que c'était aussi comme ça qu'il présentait les personnages dans ses documentaires. Une séquence de rêve ici où il passe le négatif au lieu du positif, un retour de la forme du flashback pour chaque personnage, le miroir du héros qui reflète la voisine et montre qu'elle occupe son esprit tout en lui permettant de faire un plan séquence, et puis une transcription figurative de l'idée du désir avec les mannequins qui remplissent la pièce où se battent les deux amants rivaux. Pas de quoi rejeter le film non plus donc, mais il fait probablement la gueule parce qu'en plus, comme il n'était pas encore connu, la production lui a imposé qu'à la fin, la fille rejoigne le héros à la gare, donc il peut pas nous faire comprendre que tout ça n'a servi à rien et que la vie c'est que de la merde, et le film est assez anecdotique, même si excellent techniquement. C'est l'exemple le plus clair que je peux vous donner pour exprimer mon rapport à Kubrick. Si son gimmick principal, le nihilisme et la vacuité, ne sont pas ta tasse de thé, tu tapes un film magnifique, mais à la fin il t'est complètement passé au-dessus. Parce qu'ici encore, ça finit bien, t'as au moins le sentiment que ça a servi à quelque chose. Mais le reste du temps, tu filmes à 3 km de distance des personnages qui n'ont aucun impact sur le récit. Donc si même un film de lui au script satisfaisant et bien réalisé peut être compliqué à apprécier, imaginez le reste. Un truc que je trouve parlant, c'est que j'ai pu regarder un film de Kubrick en entier uniquement à partir du moment où j'ai fait mon école de cinéma et où j'ai pu me dire laisse de côté ce qu'on te raconte et concentre-toi sur la technique. T'aimes ça la technique, ça te parle la technique. Et oui, à partir de là, et avec un certain cynisme vis-à-vis du nihilisme kubrickien, j'ai pu les regarder et apprécier l'exercice de style. Voir son nihilisme et l'histoire qu'il raconte dans certains cas. Mais on n'est pas obligé d'aimer la technique non plus. S'y intéresser et s'informer, oui, mais aimer, c'est une question de goût. Et sinon, voilà, là on a tout de lui.
Les plans larges, éloignés, filmés en grand angle et en travelling, avec des lumières travaillées, sur des personnages qui vont échouer dans leur projet et apprendre la futilité de la vie à cause de leur peur et leur désir, ce qui sera aussi exploré par l'ironie dramatique qu'offre une narration. It's crazy how you can get yourself in a mess sometimes. Et je suis navré, mais je vois pas ce que ça a de si extraordinaire par rapport à d'autres cinémas de son époque ou plus contemporains. Ces films sont marqués pour des raisons précises, de scénario ou de technique. Mais c'est assez classique, Kubrick, et à part la distance avec le sujet et la durée des plans, il fait rien de si extraordinaire par rapport aux autres. Puis au-delà de ça, faut aimer ce nihilisme où aucun effort des personnages et aucune histoire ne mène à rien. Le style et le perfectionnisme de Kubrick ne font pas tout. D'ailleurs, si je peux me permettre une petite remarque là-dessus, il est pas vraiment perfectionniste. Pas au sens où on l'entend généralement. Il avait pas une idée ultra précise dont il démordait jamais, où il fallait réaliser le plan exactement au millimètre et à la virgule près parce que le dieu du cinéma lui avait confié la créativité absolue. Il cherchait juste ce qui marcherait le mieux. Il tourne jusqu'à ce qu'il ait la bonne prise. Il aime le travail bien fait, mais c'est tout. This is just an idea to get started on. Very good. Filmmaking. Get these things. We make it up as we go along. It might be better to just play it as a medium shot with the situation. Well, he wanted us to make certain that every detail was legitimate. He didn't know at the time where he was going to put his camera. He would go on the set, he'd open the book, he'd say, okay, page 27, we're going to do that today. How would we do that? And then he'd sit down with the actors and the technicians and they would work out the way to do it. Dis donc, il est relax votre perfectionniste là. Donc non, il n'était pas perfectionniste. Une fois qu'il avait une idée en tête, il pouvait en changer. Et comme il savait comment utiliser chaque élément, comment fonctionnaient les outils de chaque département du tournage, il pouvait indiquer précisément ce qu'il désirait voir et savait sur quels éléments jouer pour améliorer la prise. Ce qui est censé être la base du métier de réalisateur en fait. Et si on n'était pas capable de lui apporter ça, là, il devenait terrible. Action Shelley! Action Shelley! Oh come on, what do you mean roll video? We're fucking killing ourselves. Sinon, il était sympa. Good. I think the last three were quite good. I think the last two were better, previous two. Okay, let him go. Et il n'est pas spécialement perfectionniste. C'est une déformation des propos à son égard, entretenue par l'aura dont jouait le réalisateur dans les milieux cinéphiles. En vrai, il a souvent improvisé sur les tournages, en partie parce qu'effectivement il retravaille la scène jusqu'à ce qu'il la juge bonne. D'où ce mythe du gars qui fait 50 à 100 prises. Ce qu'il n'a pas toujours fait, il l'a fait dans certaines scènes pour certains films, et ce que tout le monde ne peut pas forcément faire d'ailleurs. Ça paye d'être Kubrick. Et puis d'accord, Kubrick fait 3 à 4 fois plus de prises que les autres, mais il fait 3 à 4 fois moins de plans. Bah oui, quand presque toutes tes scènes sont un grand plan séquence avec parfois un plan de coupe pour se rapprocher des personnages, il y a un paquet de trucs à gérer en une seule prise, et c'est logique d'en faire plein, en fait. Surtout quand c'est pas pour inciter 50 fois pour faire strictement la même chose. Stanley liked to be surprised. He would like it if on one take you do it one way and then on take 4 it is completely different. One time you're crying, the next time you're laughing. Le problème de la pensée dogmatique, surtout sans éducation cinématographique, c'est que ça pousse à croire qu'il y a un truc essentiel, différent de n'importe quel autre réalisateur parmi ceux qui ont marqué l'histoire, alors que ces gens sont juste reconnus pour avoir très bien fait leur boulot. On parle toujours du perfectionnisme de Kubrick, notamment dans le cadre, comme s'il était le seul à avoir réussi à faire ça, ou comme s'il avait réussi à centrer ses plans encore plus au milieu que les autres, comme si ça rendait obligatoire de l'aimer ou que c'était l'équivalent de marcher sur l'eau, mais il faut bien se rendre compte qu'il a rien fait qu'on n'ait pas déjà fait ou poussé plus loin avant ou après lui. C'était un bon directeur de la photographie, d'acteur, avec une vision nihiliste et parfois provocante qui faisait frétiller du cul les cercles mondains et prout-prout tout en impressionnant les profanes et le grand public qui n'ont souvent jamais vu d'autres films de ce genre. Mais c'est pas un dieu, c'est pas le meilleur, et on n'est pas obligé d'apprécier ce qu'il fait pour pouvoir se déclarer cinéphile. C'est un style, Kubrick. Pas le plus simple à apprécier. Donc bien qu'il soit tout à fait remarquable, ça c'est vrai, il n'est pas incontournable. Il faut pas vous sentir mal à l'aise si vous n'aimez pas un de ses films, pas vous sentir obligé de les aimer ou d'aimer la mise en scène de Kubrick. Faites juste l'effort d'en regarder au moins un, une fois dans votre vie. Vous savez, votre vie qui sert à rien parce que de toute façon vous allez tous crever. Ce qu'il prouve encore dans son 3e film, The Killing, ou en français, L'Ultime Razzia. The Killing, sorti en 56, nous fait suivre la vie de Johnny Clay, un ancien criminel qui décide de continuer à criminer. Hey, vous allez me trouver le crimier.
Il s'attachera à nous montrer l'étendue de l'ingéniosité du plan de son protagoniste pour faire un gros coup et subtiliser 2 millions de dollars des coffres d'un champ de course avec l'assistance d'un homme à tout faire joué par l'ancêtre de Matthew McConaughey pour tirer sur un des chevaux et provoquer une panique, renforcé par un autre qui va distraire la sécurité avec une bataille, un autre complice et 2 des employés de l'hippodrome. Mais l'un d'eux est hélas marié à une femme vénale et volage qui l'humilie constamment et va tout faire foirer en ébruitant l'affaire à Mark Ruffalo, qui lorsqu'il débarque sera victime de la jalousie du mari, provoquant une fusillade qui tue absolument tout le monde, sauf Johnny et sa copine. Fin heureuse malgré tout car il a l'entièreté du magot pour lui? Eh ben non, parce qu'on ne le laisse pas garder sa valise sur lui dans l'avion qui est le meneur d'affaires, un petit chien s'échappe sur la piste et lorsque le bagagiste essaye de l'éviter... Voilà, vous pouvez être le plus grand des génies, les gens sont des cons et si vous les incluez dans vos projets, ils les feront foirer. La vie c'est de la merde et nous devrions tous crever. Et donc, par le fait qu'il ait changé le ratio et soit passé du 1,33 au 1,66, c'est toujours la même chose. Montage lent, plan large à épaules, éloigné, travelling et quelques panoramiques, sur des personnages aux efforts futiles à cause de leur peur et de leur désir, appuyés par une narration et éclairés de façon très marquée à cause de la pellicule et du registre. Attention, je dis pas ça pour dire que c'est nul d'avoir des gimmicks de réalisation, mais qu'il en a comme tout le monde. En bonne partie, l'intérêt du film est donné par notre investissement dans le script. Et si l'ironie de The Killing, dont le titre fait allusion au fait de gagner un gros coup, est assez savoureuse par la minutie avec laquelle il joue sur l'anticipation de la réalisation de ce plan parfait pour le voir échouer littéralement en un cut, elle n'est pas suffisante pour en faire un film marquant. Pas plus que la non-linéarité du récit raconté par chaque personnage successivement, qui bien qu'ajoutant un agréable côté puzzle, n'est qu'une fidélité au livre dont il est adapté, et une mode de l'époque. La preuve que tout génie et perfectionniste sophistiqué qu'il soit, même à ses débuts, accroché à ses films n'a rien d'automatique. Pour le reste de sa mise en scène, les travelling soulignent ici les manigances, la caméra suit le personnage étant dans la confession du crime à venir, ou utilise le fait d'avoir des objets en premier plan pour montrer que les personnages cachent leurs intentions. Et c'est avec ce film qu'on peut noter quelque chose vis-à-vis du rôle et du casting des femmes chez Kubrick. Dans le cinéma de Stanley, les femmes sont soit fragiles et abîmées par la saloperie des hommes, et dans ce cas elles sont jouées par des jeunes filles fragiles et des femmes douces, soit ce sont les agents du mal et du péché, et dans ce cas, à l'exception de Lolita, il engage systématiquement des femmes aux yeux exorbités ou particulièrement ronds, et si possible disgracieuses. Donc pour Stanley, gros yeux égale femme détestable. Et pour mon petit kiff personnel, c'est de ce film que James Cameron s'est inspiré pour l'idée de faire cacher son flingue dans une boîte de fleurs remplacée par des roses pour l'allusion à Guns N' Roses à son Terminator, et Stallone ou Avildsen, le réalisateur de Rocky, s'était inspiré de son film précédent pour le personnage et l'appartement de Balboa. Alors du coup, comme tout ça ne marche pas beaucoup, Kubrick se dit « Pour qu'on parle de moi, il faut que je fasse un truc de ouf ». Et donc, dans chaque film, il décide de faire un délire particulier qui fera mousser la presse, parler le public et marquera le spectateur. En gros, Kubrick est devenu hollywoodien. Dans Les Sentiers de la Gloire, film de 57 qui a lancé l'aspect mythique de la carrière de Kubrick, grâce au soutien d'une des figures de proue du star system hollywoodien des années 50 et 60, Kirk Douglas, qui joue le personnage principal, Kubrick va confirmer la dernière clé de son cinéma, les plans séquences, si possible avec un élément super compliqué à gérer dans le plan. Genre les explosions surpuissantes qui ont demandé une autorisation spéciale pour qu'elles puissent péter assez fort pour envoyer les débris et les mottes de terre comme de vraies explosions de mortier, tout au long d'un plan séquence gigantesque qui fait parcourir à la caméra plusieurs mètres de tranchées ou de No Man's Land. Au-delà de la nécessité d'un décor vaste et réaliste pour réaliser ces plans, et de leur aspect tape à l'œil et hollywoodien malgré un petit budget, leur rôle consiste également à vendre toujours plus de réalisme froid de la part de Kubrick, clairement bien loin du petit genou qui avait fait le poétique Fear and Desire, appuyé pour le spectateur par le fait de s'y promener pendant d'aussi longues prises de vue. Nous suivrons donc dans ce No Man's Land et ses tranchées hyper réalistes le colonel Dax, dernier maillon d'une chaîne de commande plus préoccupé par sa notoriété et son honneur personnel que par le respect de ses hommes ou le désir de vouloir finir le conflit. Sous les ordres et manipulations du général Broulard, le général Miro, à l'origine conscient de l'infaisabilité du projet, va forcer Dax, si fermement opposé à l'attaque qu'il devrait être menacé, à envoyer ses soldats au casse-pipe prendre la Fourmilière, une position allemande qui n'a pas bougé depuis des mois. Pendant l'attaque, le général est si désireux de gagner qu'il insulte ses troupes, ordonne de tirer sur ceux qui se replient, ce qui est refusé par ses hommes, l'amenant au final à les faire condamner à mort pour lâcheté face à l'ennemi. Dax se met en charge de les défendre face à un tribunal militaire, mais comme c'est Kubrick, et comme ça se déroulait dans la vraie vie, ses meilleurs efforts n'y font rien et ils sont tous condamnés à être fusillés pour l'exemple.
En dernier recours, Dax tente de faire révoquer la décision en dénonçant la demande de Miro de tirer sur ses propres hommes, un crime qui ne parviendra pas à sauver les condamnés à mort parce que, encore une fois, c'est Kubrick et la justice n'existe pas. Il vaudra tout de même sa condamnation à Miro, de la part d'un broulard persuadé que la dénonciation était un plan de la part de Dax pour lui-même devenir général, et non convaincu que c'était ce que méritait Miro. Après avoir copieusement donné le fond de sa pensée à son supérieur, Dax retourne voir ses soldats, un temps divertis de l'horreur de la guerre par une chanson allemande, prouvant que le film traite de l'absurdité de la guerre en général, avant de repartir, une fois encore, au front et au massacre. Plan large à épaules, éloigné, mouvement de caméra, plan séquence, personnages aux efforts inutiles, rongés de peur, leur personnalité détruite et réalisant un volte-face complet face à l'absurdité de leur mort et protégés de la folie par une étincelle de désir et de pureté, puisque l'actrice est jolie, travail de la lumière, même s'il est encore restreint par le tournage en extérieur et la pellicule, le tout introduit par un narrateur. War began between Germany and France on August 3rd, 1914. Quelques éléments font leur retour de Fear and Desire, comme le travail de l'angoisse à travers le silence, ou le retour de ces cuts impactants, notamment plusieurs coupes intéressantes pour mettre en avant l'écart entre les troupes et leurs supérieurs. Where in heaven's name are they? Fire! I'm awfully glad you could be there, George. Bon, là, Kubrick vient de lancer sa carrière. Les Sentiers de la Gloire va se faire remarquer, notamment en France, qui fait interdire le film, confronté aux abus de son armée en début du siècle et en plein débat autour de la guerre d'Algérie à ce moment, et en partie pour le grandiose naturel provoqué par son style de photographie réaliste à grand décor et focale large, très alléchant pour Hollywood. C'est grâce à l'intervention de Kirk Douglas, à nouveau, qui estime un peu que Kubrick lui doit un film après Les Sentiers de la Gloire, et qui est producteur sur un film écrit par Dalton Trumbo et destiné à Universal, qu'il va passer pour la première fois du cinéma de studio avec le péplum Spartacus. Je ne reviendrai pas en détail sur ce récit épique de 3 heures sorti en 1960, qui suit la révolte des esclaves et gladiateurs menée au 1er siècle avant Jésus-Christ par l'un d'eux, Spartacus, contre le pouvoir de Rome, ni ne résumerai à nouveau son travail de l'image, de la caméra et de la lumière, même s'il faut noter qu'avec ce film, il s'essaye pour la première fois au ratio large cinémascope avec le 2:20 et une pellicule 65 mm, et bien sûr, à la couleur, des habituels du cinéma hollywoodien des années 60 en quête de grandiose pour combattre la télévision naissante et qu'il utilisera dans 2001. Kubrick lui-même aura assez peu d'affection pour ce film, dans lequel Douglas faisait régner la loi bien plus que lui, mais notons que, comme souvent, le choix du réalisateur ne s'est pas fait au hasard, l'histoire collant parfaitement au thème de Stanley, puisqu'elle se finit sur la crucifixion de tout ce qui reste de l'armée de Spartacus et Spartacus lui-même, ce qui, après 3 heures de build-up à le voir préparer son armée, est l'une des meilleures mises en avant de son nihilisme. Ça leur apprendra à essayer de se dénoncer à sa place. I'm Spartacus! I'm Spartacus! I'm Spartacus! I'm Spartacus! I'm Spartacus! Et bah alors, on fait moins les communistes, hein, maintenant. Et puis, s'il a peu l'occasion de s'exprimer dans le script, avec du budget, le gars s'éclate niveau décor gigantesque, milliers de figurants, et mon dieu, c'est dolly shot. Alors oui, je sais que ça rend le grandiose, mais il y en a partout des dolly shots. Dolly shot vers l'avant, dolly shot vers l'arrière, dolly shot vers la gauche, dolly shot vers la droite, dolly shot horizontaux, dolly shot verticaux, dolly shot overload. You get a dolly shot. You get a dolly shot. Oh my god. Everybody gets a dolly shot! Et puis alors ça se voit que cette fois le mec a du pognon, hein. Il peut donner libre cours à son goût du gigantisme et filmer des panoramas de foule absolument grandioses, et s'en donne à cœur joie pour composer des plans qui deviennent de véritables tableaux. Notons aussi qu'il a probablement développé ici son amour pour les scènes d'armée avec formation, parce qu'il n'y a probablement rien de plus jouissif pour un mec qui aime la perfection, le contrôle et le grandiose que des centaines de figurants en costume qui défilent en parfaite formation. Reste qu'il est clair que c'est le film le moins kubrickien de Kubrick, parce que Stanley n'aurait jamais laissé passer une découverte studio aussi pourrie que celle-ci. Non mais sérieux, c'est ignoble. C'est dégueulasse putain, à tout moment je m'attends à voir Kirk et Spock se téléporter. Ça se voit aussi parce que c'est son film le plus chaleureux et le plus humain. C'est con à dire, hein, mais jamais les personnages n'auront été aussi positifs et doués d'affection dans un film de Kubrick, mais surtout montrés avec autant de compassion dans leur quotidien, en donnant même lieu à des blagues. On a bien son style documentaire et réaliste, qui insiste pour montrer la vie de l'époque et des camps de Spartacus, mais aussi des aberrations comme une femme qui prend des initiatives et a un impact positif sur l'histoire au lieu d'être simplement jolie ou moche. Et pas qu'une d'ailleurs. Too many women. Where would you be now, you lout? If some woman hadn't fought all the pains of hell to get you into this accursed world. Il y en aura combien dans le reste de sa filmographie? Même Alice dans Eyes Wide Shut, ça se discute, hein. C'est dans ce film enfin qu'il utilise pour la dernière fois des compositions originales pour la majorité de sa bande-son.
Après une collaboration de 6 ans avec Gerald Fried, qui composera ensuite plusieurs musiques pour des épisodes de Star Trek, celle imposée avec Alex North sur Spartacus sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase, et Kubrick fera en sorte d'utiliser de plus en plus de musique préexistante par la suite, en bonne partie parce que pour lui, les compositeurs de cinéma n'atteignent jamais le niveau des vrais musiciens et de la vraie musique. Ils apprécieront. Je trouve quand même Spartacus super sympa, mais faisons comme Kubrick et passons très vite à Lolita. Comme s'il voulait compenser pour son travail précédent, Are you Quilty? No, I'm Spartacus. Lolita, sorti en 62, marquera la libération de son gimmick du « la vie c'est de la merde et on ferait mieux de crever », et de son côté transgressif, additionné à celui de Vladimir Nabokov. Parce que le scénario de Lolita, c'est quoi? C'est un mec, professeur de lettres, éduqué, sophistiqué même, un homme d'une cinquantaine ou soixantaine d'années, qui a vécu la plus grande partie de sa vie en bon citoyen a priori, qui voit une tentation interdite, amorale, et se dit « je suis capable d'y résister », et voilà vu lui répondre « ah oui, vraiment ?» Eh ben on va voir ça. Alors déjà, l'objet de ton désir, cette jeune fille d'à peine 16 ans, a été mise sur ton chemin par hasard alors que tu cherchais un logement et tu t'es laissé charmer dès le début. Tu résistes? Ok. Imagine passer ta vie à fantasmer sur elle parce que tu l'as sous les yeux H24. Toujours rien? Alors imagine que la mère soit raide dingue de toi et se sente seule au point de se foutre que tu l'ignores et la traite comme une merde, et te propose de l'épouser, t'assurant de rester près de l'objet de ton désir interdit. Non, toujours sage. Tu vas même résister à la séparation quand sa mère l'envoie en pension, et plus tard à la tentation de tuer la mère quand elle va découvrir que tu fantasmes sur sa fille depuis le début et risque d'être dénoncé. Ok. Et si je bute la mère? Cadeau, gratuit, un bel accident. Juste avant qu'elle ait pu rapporter ton obsession amorale, voilà qu'elle crève, retirant le dernier obstacle sur le chemin vers sa fille et t'en confiant la garde légale. La vie te pousse littéralement à commettre un acte impardonnable, te jette cette nymphette qui clairement est réceptive à tes désirs et te provoque volontairement dans les bras. Donc on attend un jour, 2, 3, paf! Toute ta résistance et ta morale n'iront rien fait mon coco, ta bite sera plus forte que ton cerveau. Ça n'a servi à rien d'essayer de rester dans le droit chemin, et plus tard, même avoir cédé à cette tentation n'aura servi à rien. Lolita l'abandonnant pour un autre homme, Quilty, un auteur à succès et à forte perversion de l'esprit puisqu'il va passer le film à tourmenter le héros en se faisant passer pour d'autres personnes, avant d'en épouser un troisième qui n'a ni l'intellect de son ancien amant, ni la passion de notre héros, rendant leur parcours vain et le fait d'avoir cédé à cet amour interdit inutile puisqu'il n'était qu'un outil entre les mains de la jeune fille. Je sais que, comme beaucoup des autres films de Kubrick, Lolita est une adaptation, mais encore une fois, la vision du monde défendue par Stanley est assez claire. Grand angle, plan éloigné, quelques travelling, mais pas des masses vu qu'il est souvent enfermé dans des petits décors, généralement additionné au fait de passer à travers un mur, et souvent dans une scène où un personnage essaye d'attirer l'autre de son côté. Retour du 1.66 et du noir et blanc, nihilisme du récit, peur et désir clairement entremêlés, narration... Friends had given me several addresses in Ramsdale where lodgings were available for the summer. Et travail de la lumière relativement anecdotique, puisque maintenant qu'il est sorti du polar, il est passé à une lumière réaliste. Enfin, aussi réaliste que la pellicule d'époque et le tournage studio le permettent. Si le film comporte 2 compositeurs, un pour le thème principal et un pour le reste, il appréciera. Son thème principal est d'abord et avant tout le fameux et très 60s Lolita Ya-Ya. Darling, turn that down, please. I can offer you a comfortable home. Et à partir de là, il réduira plus que drastiquement le travail avec des compositions originales. Le film a fait scandale, Kubrick a ruiné la vie de la première actrice de sa carrière, il est donc content. Film suivant, Docteur Folamour, ou comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer la bombe. Sorti en 64 en pleine guerre froide, Dr. Strangelove, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, est une comédie sombre et satirique suivant plusieurs personnages mis face au plan diabolique d'un général de l'armée de l'air psychotique. I can no longer sit back and allow the international communist conspiracy to sap and impurify all of our precious bodily fluids. Qui exploite les failles du système de réponse nucléaire des USA. Il déclenche une opération de riposte à une attaque russe qui n'a jamais eu lieu, mais qui provoque la mise en isolement de la base vis-à-vis du monde extérieur et l'envoi de plusieurs bombardiers qui, eux-mêmes, vont couper leur radio à l'approche de leur cible russe. Nous observerons la gestion de la situation dans la salle tactique des USA, et comment le président Muffley et son homologue russe, assisté de l'ambassadeur de Sadetsky, vont essayer d'annuler l'opération avant qu'il ne soit trop tard et que la Russie ne riposte, et comme c'est Kubrick, nous aurons la joie de voir chacun de ces efforts échouer face à la détermination et au professionnalisme des soldats qui vont ironiquement se sortir des situations les plus désespérées et perdre tout moyen de communication, le climax étant atteint quand, alors qu'on pourrait finalement être sauvé par une panne mécanique du bombardier, le pilote vient lui-même déloger la bombe, et...
Le truc, c'est qu'il faut vraiment savoir à l'avance que c'est une comédie pour comprendre pourquoi est-ce qu'un film qui semble aussi terre-à-terre et avec un sujet aussi spécial a des éléments comiques étrangement dérisoires et glissés en plein milieu. Parce que moi, la première fois que j'ai vu le film, juste sur la réputation de son nom, j'ai pas compris que c'était censé être drôle. Et honnêtement, maintenant que je le sais, ça me fait toujours pas rire. Les 3/4 des dialogues consistent à présenter le système en place afin d'en dénoncer les failles, et le reste n'est pas à se rouler par terre non plus, surtout pas dans le contexte. Bon, par exemple, on est censé trouver hilarant de voir à quel point les présidents font traîner la conversation en échangeant des banalités, et se moquer du fait que Muffley soit un couard. Le truc c'est que perso, je trouve pas sa réaction drôle ou noire, ou qu'elle monte de la couardise. Je pense qu'effectivement, tu t'embarrasses pas en posture quand t'appelles le président d'une superpuissance pour lui apprendre que t'as malencontreusement envoyé quelques bombardiers nucléaires vers son pays et que tu peux quasi rien y faire. Et du coup, c'est pas très drôle. Of course I like to speak to you. Même l'accumulation des problèmes des pilotes, qui doit avoir un effet comique au bout d'un moment, est plus tendue que grotesque. Eh, regardez ça, 2 minutes de scène sur une checklist. Quelle déconnade ce film! Non? En fait, le seul élément grotesque qui reste, c'est celui dont je comprends pas comment il a fini par donner son nom au film, le Docteur Folamour ou Strangelove, un ancien scientifique allemand passé aux États-Unis comme il y en a 8 ans aux alentours de la Seconde Guerre mondiale, et qui, étant allemand, a forcément des relents de nazisme en plus de son accent à couper au couteau, et fait semblant d'être handicapé d'après le dernier plan sur lui. Et je trouve ça trop grotesque pour le coup. C'est presque le seul truc vraiment pensé pour être drôle, et en fait ça fait quasi beauf comme humour. Parce que derrière tout ça, il y a une idée que je trouve un peu foireuse. En gros, il essaye de nous dire que les hommes veulent la guerre et la font parce qu'ils sont frustrés sexuellement. Ou en tout cas, que la guerre les excite. Il y a les avions au début, le nom des personnages qui ont des connotations sexuelles, comme le président, dont le prénom et le nom, jamais entendu ou affiché à l'écran, sont des synonymes de poils pubiens féminins, ou le fait que tout le monde soit dérangé en train de baiser, comme Turgidson dans ce plan séquence qui illustre la métaphore. Sauf que bon, c'est pas parce que le général s'appelle Mandrake et que ça évoque un aphrodisiaque que les scènes où il est à l'écran deviennent tout à coup hilarantes. Et personne se dit que l'ogive ressemble à une grosse bite et l'explosion à un orgasme quand on te montre l'humanité courir à sa perte. Et c'est quand même laborieux de comprendre qu'il y a un thème de la frustration dans le film quand le but des personnages est d'empêcher l'explosion. Donc c'est des frustrés qui luttent pour rester frustrés. Le problème c'est que ça joue sur 2 registres, la comédie et la tragédie. Et quand les faits sont tragiques, j'ai du mal à en avoir une lecture comique. Et c'était peut-être une critique pertinente contre une doctrine de l'époque, mais aujourd'hui la critique ayant été intégrée, ça passe un peu au-dessus. Pour moi il va 1000 fois trop loin dans l'idée que la bite dirige le monde et c'est loin d'être le commentaire le plus pertinent qu'il ait fait sur la guerre. Puis alors pour capter le truc, faut avoir l'esprit mal placé, hein, parce que en gros, tout ce qui est vaguement phallique dans le film doit être lu comme tel. Et même moi qui ai l'esprit bien mal placé, ça me vient pas en tête de trouver une lecture sexuelle à chaque plan du film. Donc à part quand c'est central à la scène... When did you first develop this theory? During the physical act of love. Yes, a profound sense of fatigue. Ça te passe un peu au-dessus. Surtout qu'il n'y a pas de structure, on commence par le coït et ensuite on a les préliminaires et l'orgasme. Et le problème c'est qu'il n'y a que quand tu vois ces allusions que tu comprends « Ah, c'est donc ça le Folamour, le Strangelove, l'amour de la guerre. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il est toujours à la limite de l'orgasme. Et son bras, et quand il se lève, c'est une érection, d'accord. Ça me fait toujours pas rire, même pas jaune. Je lis toujours ça comme un docu-fiction sur comment on a risqué de s'autodétruire dans les années 60 à 80 avec 2-3 personnages comiques à l'intérieur. La tension, le suspense de cette bombe à retardement me marque bien plus car même son humour, aussi noir, cynique, voire potache soit-il, Survival kit contents check. In them you'll find lipsticks, 3 pair of nylon stockings. Shoot, a fella could have a pretty good weekend in Vegas with all that stuff. est dévoré par son nihilisme. Alors attention, je dis pas qu'il n'y a rien de drôle ou de comique. Le général Turgidson et son jeu complètement déjanté par exemple, que Kubrick a obtenu en trompant George C. Scott en lui faisant croire qu'il faisait des répétitions. Mais c'est entièrement concentré dans la seule tactique. À côté, on suit les bombardiers qui sont en chemin, ou Mandrake qui essaye de ramener son supérieur à la raison pendant que leur gars meurt à l'extérieur. Excusez-moi, mais c'est pas très funky. Sans compter que l'une des principales clés pour comprendre ces métaphores et ces blagues est également la plus compliquée à voir. Vous l'avez peut-être pas remarqué, vu qu'il filme ses personnages à 3 km de distance, mais le président Muffley, le Dr Strangelove et le colonel Mandrake, qui essaye de faire entendre raison au général psychotique, sont tous joués par Peter Sellers. Et c'est compliqué de comprendre pourquoi, vu qu'ils ont rien en commun. 2 Américains et un Allemand, 2 qui essayent d'empêcher le conflit et un qui semble en rêver la nuit. Alors en fait, il y a 2 raisons à ce choix. La première, c'est qu'il avait fait pareil dans Lolita. Ouais,
Vous savez, l'amant de Lolita qui vient tourmenter le héros pendant tout le film en se faisant passer pour plusieurs personnes différentes. Ben, les studios ont vu que le public aimait ça. Donc ils ont demandé à Kubrick de lui faire pareil dans son prochain film. Mais la deuxième, c'est cette métaphore sexuelle, car tous ces personnages seraient des impuissants, des hommes qui manquent de virilité et donc veulent éviter le conflit. Mais j'arrive pas à accepter que Kubrick envisage la raison, la diplomatie et le handicap comme des métaphores de l'impuissance ou comme de la couardise. Et puis jamais, pas une seconde, j'ai lu manque de sexe dans le comportement de Strangelove. Alors certes, ça s'inscrit dans la lignée de sa filmographie avec ses personnages multiples, que ce soit parce que plusieurs personnages sont joués par le même acteur, ou parce que les personnages jouent des rôles, ou portent des masques que les films s'évertuent à faire tomber, mais c'est quand même difficile de percevoir ce qu'ils ont en commun et de lire la métaphore, qui, au final, donne rien qui soit à se taper sur le bide non plus. Au final, sa blague, c'est que la vie c'est de la merde et on ferait mieux de crever. D'où le titre. Je ne m'en fais pas parce que j'ai appris que ça allait péter de toute façon, qu'on sera impuissant à l'arrêter, alors autant que ça pète. Bon alors cela dit, je regarde ça avec les yeux d'un mec né en 1988 et qui écrit ses lignes en 2019. J'ai peut-être un regard trop contemporain sur la chose, mais ça me paraît un peu basique de dire au choix que les Allemands sont à voir comme des nazis et les handicapés comme des frustrés, ou de donner des noms de poils pubiens et d'un petit canon d'infanterie aux deux autres, ouais, Mandrake ça a plein de sens sexuel, pour signifier qu'ils sont impuissants à arrêter cette catastrophe. C'est tellement facile comme blague que c'est plus drôle je trouve, surtout au milieu de choses aussi sérieuses. Vous savez que pour un mec aussi révéré et intellectuel, il avait prévu à l'origine de terminer la partie salle tactique par un combat de tarte à la crème. Ah c'est sûr, au moins là j'aurais compris que je viens de regarder une comédie. J'aurais loupé le symbole de l'éjaculation, probablement, mais j'aurais senti la comédie. Donc ouais, ça me fait pas rire, et pour une comédie noire, au final, elle me semble surtout réaliste. Et puis quand on baigne pas dans l'époque, on passe à côté des trois quarts des trucs, hein. Rien que la musique qui accompagne les parties sur les soldats. C'est un chant de guerre irlandais à la base, mais si la version irlandaise dénonce la guerre, la version américaine en fait les louanges. Et c'est le genre d'ironie dont t'es conscient en 64, parce que la guerre a fini 10 ans plus tôt. Pas vraiment en 2000. L'ironie de We'll Meet Again sur des images de destruction, oui, c'est intemporel. Drôle pas trop, mais intemporel, oui. Le chant de guerre, Terminons en précisant rapidement que ces travelling sont ici purement esthétiques et grand spectacle, mais sautons 2001 pour l'instant parce que son film d'après 2001 est un peu l'exception à toutes ces règles et ces gimmicks que je viens d'énoncer. Kubrick est froid, mais il le sait. Et pour que son prochain film voué à dénoncer l'ultra-violence soit encore plus efficace, il va décider, justement, que pour rendre l'ultra-violence encore plus choquante, il fallait la filmer de façon chaleureuse. Sorti en 1971, Orange Mécanique, ou A Clockwork Orange en version originale, est un film de SF d'anticipation qui s'attarde sur la question de la violence et de la société à travers l'histoire d'Alex, un adolescent ultra-violent qui passe son temps avec ses druggies, un mot provenant de l'argot inventé que parlent les personnages dans le film, qui veut dire ses amis, à tabasser des SDF, envahir des domiciles, violer des femmes et se battre avec d'autres groupes d'adolescents violents, quand ils ne se battent pas tout simplement entre eux. Finalement incarcéré après le meurtre d'une femme à coups de pénis géant, Alex se voit devenir un détenu exemplaire et un sujet idéal pour un nouveau programme de réhabilitation des criminels qui vise à les dégoûter de la violence par conditionnement psychomédicamenteux en le forçant à observer des images ultra-violentes associées à la musique qu'il aime, celle de Ludwig van Beethoven. Ninth Symphony, Fourth Movement. Ce que Orange Mécanique fait lui-même pour le spectateur. Le nihilisme habituel de Kubrick s'est porté sur cette nouvelle d'Anthony Burgess sans surprise, puisqu'après son reconditionnement, toute l'histoire vise à prouver que ça n'a servi à rien. Quand Alex revient dans la société, il trouve un fils de remplacement chez ses parents, et ses anciens amis prêts à se venger. Stanley, ton acteur va se noyer là. T'es pas obligé de noyer les gens pour de vrai pour que... Oh Dieu merci. Bref, la société ne l'attend pas et sera toujours prête à lui rappeler son passé criminel. De plus, l'histoire dénonce la violence de la société elle-même. Vous avez remarqué que ses anciens amis ont vu leur violence les servir pour être recrutés dans des forces de l'ordre répressives, et la méthode de traitement elle-même est extrêmement violente, transformant presque Alex en lopette secoué de spasmes et pris de nausées au moindre acte de violence. Alors honnêtement, fallait pas vous donner toute cette peine les gars, vous avez eu le même résultat en le foutant dans du Disney depuis l'enfance. Vous croyez qu'ils sortent d'où tous ces fragiles qui hurlent à l'agression dès qu'on prononce un mot négatif? Mais pire encore, le film dénonce une quasi-impossibilité de la part des victimes d'accorder un pardon ou d'oublier. Le vieil homme dont la maison a été envahie en début de film, pourtant du parti opposé au gouvernement et à la violence, ne parvient finalement pas à passer outre et souhaite exercer sa vengeance sur l'homme qui a tué sa femme. Et l'a apparemment rendu gay. Ou lui a fait chercher un garde du corps, je comprends pas trop ce truc. Bref, la violence,
engendre la violence. C'est une spirale infernale qui n'aura jamais de fin ou de solution et qui ne pourra jamais qu'empirer, surtout lorsque la fin nous fait comprendre qu'Alex est en fait toujours aussi violent. I was cured, all right. Mais comme je l'ai dit, ce film-ci est bien plus chaleureux avec ses personnages que Kubrick filme pour une fois d'assez près pendant tout le long métrage, ce qui force également son montage à être un peu plus rapide qu'avant. Le but étant de provoquer l'horreur chez le spectateur, en voyant avec quelle légèreté la violence est abordée, et le plaisir qu'elle provoque sur le visage des personnages. Le même concept poussé plus loin a été exploité par Paul Verhoeven dans son Robocop, qui lui aussi posait d'ailleurs la question de la violence envers et par la société elle-même. La technique est également associée à son montage cut, notamment pour retranscrire les explosions de violence et la folie d'Alex, et faire passer du sexe sous le nez de la censure, alors fuck you YouTube! Et la légèreté avec laquelle il traite la violence est aidée par son travail des musiques du film, notable pour la première fois de sa carrière à mon sens, car il y fait remplacer les musiques classiques qu'il aime tant par des réorchestrations au synthétiseur et au rythme accéléré, tout comme le montage de certaines scènes, afin qu'elles retranscrivent l'énergie, la jeunesse et la déshumanisation des personnages, puisque les instruments orchestraux nobles sont remplacés par de vulgaires synthétiseurs. La petite nouveauté, un peu naissante dans 2001 et utilisée à foison dans le film suivant, ce sont les zooms et dézooms, qui, en plus de diriger l'attention du spectateur sur le sujet voulu par Kubrick, lui permettent, selon lui, de recréer le principe de lecture d'un tableau. Mais problème, Stanley a trop bien fait son boulot. Même moi qui ai du mal avec son style et avec les anti-héros, c'est mon préféré. Et donc, pour la partie du public qui apprécie la violence, et celle qui la traque avec haine, le commentaire a été légèrement perdu et le film a eu un effet exactement opposé à celui désiré. Il a glorifié la violence, notamment en laissant la possibilité à Alex de s'exprimer avec ses traditionnelles voix off, dont la décontraction et le cynisme constant, associés au charme de l'acteur Malcolm McDowell, ont rendu le personnage trop sympathique et inspirant pour la jeunesse. Horrifié par les menaces de mort envers lui et sa famille, Kubrick fera retirer des écrans son film et le censurera dans plusieurs pays, au grand dam de ceux qui avaient compris le délire et du cercle intelloprout qui le suit dans toutes ses aventures scandaleuses. Enfin, jusqu'à son film suivant. Barry Lyndon... Putain, Barry Lyndon. Le film, sorti en 1975, suit l'histoire de Redmond Barry, un jeune homme avec la folie des grandeurs issu d'une famille de losers, et son parcours pour atteindre la noblesse et un statut social dans la société anglaise du XVIIIe siècle. Après avoir cherché la gloire au combat, il va faire la rencontre de la comtesse de Lyndon à la fin de la première partie du film, et passer la deuxième partie à essayer de se faire anoblir. En effet, si Barry a un héritier avec la comtesse, celle-ci a un premier fils qui en est également le premier héritier, et il déteste cordialement Barry, qui ne se prive pas de le corriger pour ça, créant le risque qu'il le vire lorsqu'il récupérera tout l'argent à la mort de sa mère. Et comme c'est Kubrick, non seulement Barry ne recevra jamais son titre nobiliaire, humilié et poussé à bout par le fils de la comtesse désormais ruiné, mais il finira par perdre son cercle de relations, son fils, être viré de la propriété, et dans le genre la vie c'est de la merde et on devrait tous crever, on fait pas mieux que le panneau de fin, bon ou mauvais, beau ou laid, riche ou pauvre, ils sont tous égaux désormais. Parce qu'ils sont morts. Cela dit, il l'a pas volé, ne peut pas vraiment se plaindre de son sort, son orgueil, ses mensonges et usurpations, son penchant à la violence et ses relations abusives lui ayant tranquillement pavé le chemin vers une chute bien méritée. L'élément de mise en scène principal de ce film, c'est que Kubrick a cassé les couilles de son chef-op et son assistant caméra pour filmer certaines scènes en s'éclairant uniquement à la bougie, parce que comme à l'époque on s'éclairait à la bougie, Stanley il a voulu faire son film à la bougie. Alors pour être technique 2 secondes, c'était fatal avec Kubrick. Si on n'a pas de pellicule assez sensible pour capter la lumière d'une bougie, on a besoin de laisser passer plus de lumière pour impressionner la pellicule. Et pour laisser passer plus de lumière, il faut ouvrir le diaphragme, une bague située à la base de la lentille, qui permet de laisser passer plus ou moins de lumière. Sauf que la plupart des objectifs ouvrent à 2 diaph maxi, parfois 1,4 ou 1,2, qui est plus gros, parce que en fait plus le chiffre est petit, plus c'est ouvert. Parce que pour que l'image reste nette, alors que le diaphragme est aussi ouvert, il faut le top du top, aussi bien pour les lentilles que pour les mécanismes qui les contrôlent. Et donc, si je dis pas de conneries, il a récupéré une lentille Zeiss utilisée spécialement par la NASA parce qu'elle ouvrait à 0,7 diaph, tout en restant nette, et du coup, il a pu faire son film à la bougie. Sauf que bon, si ce que t'éclaires à la bougie est chiant, long et nihiliste, donc les 3 heures de film mènent à rien, ça peut être aussi extraordinaire que tu veux d'avoir fait un film à la bougie, surtout à l'époque, aujourd'hui avec les caméras numériques c'est un jeu d'enfant, bah au final t'as un film long, chiant et nihiliste de 3 heures, éclairé à la bougie, dont tout le monde va se foutre. Et tout le monde s'en est foutu. Barry Lyndon c'est LA tâche dans la filmographie de Kubrick au niveau de la réception, par la critique autant que par le public. Sauf en France,
Bien sûr qu'en France, 3 trous du cul en perruque poudrée qui jouent aux cartes autour d'une bougie, ça fait 3 500 000 entrées. Évidemment. 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 Oui non, parce que ça c'est vachement important, hein. On l'a critiqué à une époque. On a considéré que certains de ses films étaient passables. Aujourd'hui il est mort, donc on en parle avec encore plus de révérence, et notre manie de jamais dire du mal des personnes décédées renforce encore plus ce côté « t'es obligé d'aimer ». Mais il n'a jamais fait l'unanimité de son vivant, Kubrick, et on a le droit d'être hermétique, réticent ou simplement pas intéressé par son travail maintenant qu'il est mort aussi. Sans que ça implique qu'on soit de parfaits ignorants ou qu'on soit incapable d'aimer le vrai art ou le vrai cinéma. C'était un très grand réalisateur, comme beaucoup, avant, pendant et depuis lui. Et si ça marque, dans ce film précis, un travail particulier de la lumière, justifié au-delà de l'esthétisme par l'époque du film et une recherche de crédibilité, vous remarquerez que ça fait quelques films que la lumière ne ressort pas des masses. Quelques ombres projetées par-ci par-là, mais globalement, en dehors des films noirs ou qui exigent un éclairage différent, la lumière chez Kubrick, c'est pas non plus oufissime, quoi. Plus la pellicule deviendra sensible et plus il fera de lumière naturelle, mais c'est pas un exploit non plus, elle a pas un sens de ouf, sa lumière. La forme de l'éclairage raccord avec la table et qui isole dans le noir tout en faisant un éclairage zénital et divin, jugeant les personnages face à l'histoire et au nom de l'humanité dans Fol Amour, vite fait. Mais sinon, rien de spectaculaire. C'est léché, oui, mais il y a des tonnes de réalisateurs qui font, ont fait et feront de bonne lumière en dehors de Kubrick. Qu'on parle de lumière réaliste ou expressionniste d'ailleurs, il est pas le seul. Tous les films ont de la lumière et la travaillent au mieux. Ça le met pas à part, ça le rend pas spécial tout ça. Il y a même plein de moments où il laisse passer des ombres. Et il y a des fanatiques qui essaient de se persuader que c'est uniquement dans ses derniers films, qui, on en reparlera, sont des cas particuliers au niveau du ratio. Mais là dans Lolita, qui a pas ce problème, bah c'est quoi ça? C'est pas une vilaine onde de micro? Dis donc! Et regardez ça dans Spartacus? Ouh le vilain! Et dans Les Sentiers de la Gloire, c'est quoi ce truc pas bien centré? Dis donc! Je vous taquine. Je suis taquin. Je veux dire qu'il peut se planter, comme tout le monde. Dans The Killing, il a mal compté les minutes pendant l'une des narrations. Il fait des erreurs, comme tout un chacun. Il travaille sa lumière, comme tout réalisateur qui se respecte. Il a un discours sur le monde, comme beaucoup d'autres. Pourquoi ce délire sur lui, spécifiquement? Pourquoi, parce que c'est terre à terre et cynique, ce serait forcément meilleur que tout le reste et essentiel ou obligatoire à aimer? Bon, en toute honnêteté, oui, ce film est sublime et l'histoire est aussi tragique que savoureuse, mais bon Dieu, ce qui peut être long et chiant. Pour terminer, s'il ne dépasse toujours pas le plan épaule, ils sont bien plus courants qu'avant, limitant un petit peu ses plans séquences. On retrouve les zooms, plus présents que jamais, et son travail des cuts impactant. Il reste fidèle à lui-même, la plupart des scènes étant des plans séquences, en panoramique ou en travelling, la vie de Barry étant dirigée par ses désirs, putain, évidemment que le mec a filmé la colline qui ressemble à un nichon, et ses peurs étant l'élément initiateur de sa chute. Bordel, ces plans sont de véritables tableaux. Je ne parle même pas de la musique, dans ce contexte, évidemment qu'il a mis que du classique préexistant. La narration est plus présente que jamais, intervenant à chaque étape importante du récit de Barry, c'est-à-dire quasi toutes les 2 scènes. Barry's father, during the 5 years and under the eyes of Barry, believed in the doleful conditions. Apportant son lot d'ironie dramatique avec ses commentaires omniscients qui font planer une ombre sur son destin. Lady Lyndon was soon destined to occupy a place in Barry's life, not very much more important than the elegant carpets and pictures which would form the pleasant background of his existence. Le traumatisme et l'échec en salle de Barry Lyndon passé, Kubrick reste un peu déstabilisé d'apprendre qu'on se fout de voir des gens discuter de rien autour d'une bougie, et il va vraiment chercher à se renouveler afin de renouer le contact avec le public autant qu'avec sa flamme personnelle, puisqu'à partir de maintenant, Kubrick va mettre 5, 7, puis 11 ans à sortir ses prochains films, cherchant le projet qui l'inspire le mieux, tout en essayant de monter d'autres projets comme son Napoléon jamais terminé, ou Intelligence artificielle. C'est avec la culture populaire, étonnamment, que Kubrick va le plus renouer avec son public lorsqu'il va s'essayer à un genre qu'il n'avait jamais essayé jusque-là, l'horreur. Et c'est probablement Shining que j'aime le moins de sa filmographie. Sorti en 1980 et adapté du roman de Stephen King, Shining nous invite à suivre la famille Torrance alors que le père Jack se voit confier la surveillance d'un hôtel étrange, totalement isolé du monde extérieur par la neige et hanté par des esprits qui sont particulièrement attirés par son fils Danny, jeune garçon doué de pouvoirs télépathiques qu'on appelle le Shining. Alors que les fantômes se font de plus en plus présents, Jack, en proie à un bon syndrome de la page blanche,
sombre petit à petit dans la folie et Danny et sa mère Wendy devront faire ce qu'ils peuvent pour lui survivre. Here's Johnny! La plupart des films de Kubrick, je peux au moins les regarder en les appréciant, ne serait-ce que techniquement. Mais alors, Shining, putain, c'est chiant et ridicule. Oui, non, je suis désolé, mais ça ne fout jamais les boules parce que le film en fait 10 fois trop. Déjà, Jack Nicholson, quoi. Tu sais pourquoi t'engages Jack Nicholson? Il fait du Nicholson, Kubrick ou pas. Et à ce degré de surjeu, surtout dans un film d'horreur, ça devient vraiment très facilement ridicule. Je veux dire, moi perso, quand je le vois faire sa tête de... Sérieux? Sérieux? Et puis alors la meilleure, c'est quand même celle-là. Waouh! Comment finir sur une note de pure horreur? L'ascenseur de sang, c'est pareil, je vois pas ce que ça a d'effrayant. C'est presque ironique. C'est de l'horreur, faut du sang, et ben voilà des litres. C'est bon? J'ai gagné? Je fais plus peur parce qu'il y a plus de sang? Tu m'étonnes que les gens aient cherché que ça symbolise des trucs genre le massacre des Indiens. C'est quoi le rapport? Ça symbolise juste le danger parce que c'est rouge en fait. Et du sang? Waouh! Ensuite, je suis navré, mais les cadres de Kubrick sont pas faits pour faire peur. On a peur quand un héros est proche du danger, voir qu'il y a un danger à 4 km au bout du couloir. Désolé, mais ça me fout pas les boules. Il y a trop d'espace, on est trop loin des personnages. Non, vraiment, quand il essaye de faire peur, c'est un peu minable, quoi. Genre, les chuchotements quasi inaudibles qui sont censés te mettre mal à l'aise, mais qui font limite parodique. How about your wife and son? How do you think they'll take to it? They'll love it. We call him Doc sometimes, you know, like in the Bugs Bunny cartoons. But how did you know that? You like ice cream, Doc? Yeah. I thought you did. Et puis quand tu rajoutes la musique au-dessus, c'est encore pire. À partir du moment où ils sont seuls, la musique ne va quasi jamais fermer sa gueule. Oh, isn't it beautiful? Yeah. Sans pour autant que quoi que ce soit n'arrive. Et genre pendant le générique, c'est des sortes d'incantations chamaniques et quand tu mets ça au-dessus de rien, ça fait un peu pitié quoi. Genre, vous avez peur? Si, il y a une musique qui fait flipper là, vous avez pas peur? Allez, je sais que c'est chiant, mais ça va venir, ayez peur. Non, je suis désolé, cette musique fait l'exact inverse de ce pourquoi on l'utilise. Elle gâche même la révélation des jumelles en arrivant trop tôt. Il suffisait de la décaler de quelques secondes. En plus, ça fait même pas 10 minutes qu'on est là, elles viennent trop tôt les jumelles. Bref, je comprends pas comment il a utilisé la musique, c'est presque parodique. Il y a un moment où elle passe bien? Ok, là la musique est mortelle. Tout le reste c'est de la musique préexistante et... bof bof. Quand on se plaint toujours des musiques omniprésentes dans les films d'horreur qui gâchent la venue de la vraie horreur, ou que Paranormal Activity ne montre rien de plus effrayant qu'une porte, ça m'étonne quand même que Shining soit considéré comme le joyau incontestable du cinéma d'horreur. Le truc le plus effrayant du film, c'est une femme vieille et laide. C'est ce qu'il peut imaginer de pire. Quelques images d'enfants massacrés à la limite, ou des homosexuels qui vont baiser doggy style. Je comprends ni comment ce film peut marcher sur certains, ni ce que Kubrick est venu faire dans cette galère. C'est clair que l'horreur surnaturelle est pas faite pour lui. Comme il est froid avec ses personnages et loin d'eux, on s'y attache et projette peu, et on n'a pas vraiment peur pour eux. Et surtout, le surnaturel est basé sur l'indicible, l'incertitude, et lui, c'est quand même le mec le plus terre-à-terre, frontal et factuel d'Hollywood. Un exemple de ce que je raconte. Quand Danny parle à son ami imaginaire, Kubrick le fait parler à son doigt. C'est bien terre-à-terre et ça peut laisser croire que le fameux Shining de Danny n'est que l'expression de son subconscient. Alors que dans le livre, et dans la version téléfilm réalisée par Stephen King lui-même, son ami n'a rien d'imaginaire, c'est un garçon qui flotte et qui apparaît dans le monde réel, ou lors de rêves et de visions. Oui, c'est ridicule, mais c'est plus surnaturel. Or, c'est le réel et Jack qui l'intéresse. Le surnaturel, il veut presque qu'on en doute. Ce faisant, Kubrick fait finalement la quintessence de son cinéma, filmer ce qu'il faut filmer de la façon la plus froide, directe, généraliste et réaliste possible. On sent cependant en lui une volonté de faire son film d'horreur, très personnel, tout en s'inscrivant dans un genre et un héritage. L'hôtel hanté au lieu de la maison ou du manoir, mais toujours sur un bon vieux cimetière indien, les fantômes secondaires et rarement horrifiques au profit des démons intérieurs des humains avec la violence et l'alcoolisme de Jack, l'utilisation de la musique pour faire peur mais d'une musique non mélodique ou faite au synthétiseur, contrairement au succès de l'époque de l'Exorciste, ou plus proche de lui encore d'Halloween, voire même d'Amityville avec lequel il partage aussi le cimetière indien,
Et le développement d'une passion naissante aperçue rapidement grâce à la SF de Orange Mécanique, et semblant faire allusion aux giallo italiens, notamment ceux de Dario Argento, avec l'utilisation de couleurs très marquées pour chaque environnement. Blanc et nuances de rouge pour les couloirs de l'hôtel, beige et bois pour la salle Colorado, jaune de leur appartement qui contraste avec le bleu du couloir mais amène à une sorte de beige rosâtre un peu dégueulasse, rose et vert dans la chambre 237 qui a changé de numéro par rapport au livre pour que ça ressemble à sexe, afin d'opposer la sexualité du rose et l'inconfort provoqué par le vert, et bien entendu la pièce dorée pour la salle de bal et ses toilettes au rouge vif. Sauf que là où les couleurs du giallo esthétisent leur violence, les couleurs de Shining esthétisent rien. Mais voilà, un film d'horreur qui fait pas peur, c'est pas concevable pour un public élevé où Kubrick c'est le plus grand génie de tous les temps. Alors Shining, c'est la quintessence de la surinterprétation. Le moindre faux raccord est propice à une théorie horrifique. Celle qui m'amuse le plus, c'est celle de l'hôtel qui serait incohérent entre guillemets. Genre cette fenêtre qui ne pourrait pas exister et apparemment ce serait fait exprès. Parce que évidemment, tous les spectateurs qui regardent le film vont faire le plan au sol de l'hôtel quand ils le regardent, remarquer ça et être déstabilisés. Évidemment. Et puis bon, c'est pas un film. Gruger les décors, ça se fait jamais. Surtout quand t'as besoin d'y aller en plan séquence et qu'il faudrait pas non plus perdre 3 heures à utiliser le vrai bureau de l'hôtel où tu tournes parce que quand même, Kubrick sait qu'il va pas captiver l'audience juste en filmant avec marché. Dans ces conditions, oui, s'il y a une pièce qui est plus pratique, on va y installer une fausse fenêtre. Ça veut pas forcément dire que l'hôtel change de forme. Vous avez vu comment ce truc est arabiscoté ? D'ailleurs, il remarque la fenêtre, mais pas que le labyrinthe est pas sur le plan large, parce que le devant et l'arrière de l'hôtel ont été faits par 2 hôtels différents. Et ils vont même dire que pour eux, la pièce dorée ne peut pas exister dans cet hôtel, parce qu'elle serait trop grande. Alors que si, elle peut tout à fait exister dedans. Et il y a des tas de trucs comme ça. Genre, quand Danny est attiré dans la chambre 237, les gars ont dit « Oh mon dieu, les motifs sur le tapis sont pas dans le même sens d'un plan à l'autre. Ça a forcément un sens, l'hôtel change de forme. » Ou bien alors, il a fait en sorte que sur un plan, Danny soit centré au milieu du motif pour ranger ses voitures sur les lignes et que la boule arrive bien sur la ligne marron qui est pile au milieu des 2 morceaux de tapis, et dans le plan suivant, il a centré Danny par rapport au couloir, comme un bon maniaque. Oui, parce que voilà l'occasion d'aborder cette autre nuance au perfectionnisme de Kubrick. Il est avant tout maniaque. Il a ses délires et il veut les faire, insistant ainsi sur des détails qui semblent insignifiants pour les autres, d'où la déformation en perfectionniste. Ça se voit très bien dans la scène du garde-manger. Ok, la boîte de calumet évoque le passé du lieu. Et file la métaphore des problèmes passés qui reviennent nous hanter. Mais si on s'éloigne 2 secondes, on se rend vite compte qu'elles sont là pour bien ranger les boîtes par couleur. Il a mis le rouge à côté du rouge de sa veste, le bleu à côté du bleu de sa chemise, le blanc du mur sur sa peau, le vert pour ses cheveux, et le orange et le jaune dans un coin. C'est délire de maniaque. Excusez-moi, j'ai mis une alarme pour profiter des 60 secondes dans la journée où il est 11h11. Je disais quoi ? Ah d'ailleurs, ça va être l'occasion de parler d'un problème qui se pose à partir de ce film. Le ratio correct et officiel des films de Kubrick. Grand fan de photographie, de pellicules et très académique, Kubrick a eu beaucoup de mal à sortir du 1.33, mais dans les années 80, le 1.66 ça commence à faire ringard. Alors comme il cadre de super loin de toute façon, il n'émettra pas d'objection à ce que The Shining, Full Metal Jacket et Eyes Wide Shut soient diffusés en recadrant à la projection le 1.33 du tournage en 1.85. Sauf que si vous décadrez ce plan, vous avez d'un coup un retour du vert, du jaune et du rouge en bord de cadre. Parce que quand on recadre une image tournée en full frame, on prend un peu plus d'images sur les côtés puisqu'elle existe. Du coup la composition travaillée en 1.33 et la répartition des couleurs est perdue. Depuis sa mort, l'assistant de Kubrick, Leon Vitali, a demandé à ce que les films soient présentés en 1.33 sur DVD. Mais quand le Blu-ray est arrivé, lui et les distributeurs ont changé d'avis et restauré les films en 1.78, le 16/9 plein cadre HD. Et il est aujourd'hui impossible de bénéficier des 3 derniers Kubrick dans le ratio voulu par le réalisateur en haute définition. Raison pour laquelle j'utilise la version DVD, sauf pour les scènes qui n'existent que dans le montage américain. Bref, pour en revenir à nos moutons, il est tout de même relativement normal que Kubrick s'intéresse à l'horreur puisqu'elle rejoint un de ses thèmes de prédilection, comment nos peurs et désirs nous poussent inexorablement à nous détruire, et lui fait explorer une mise en scène différente. On rejoint bien le nihilisme de Kubrick car en gros, même sevré depuis plusieurs mois, soutenu par sa femme et son fils qui lui donnent une autre chance, et avec les conditions idéales pour travailler, les peurs et les désirs de Jack prennent conscience et le forcent littéralement à devenir ce qu'il redoutait d'être, et le font échouer, là encore et comme dans Fol Amour, probablement à cause de ses désirs frustrés.
l'alcoolisme et la violence sont assez symptomatiques de l'homme insatisfait par sa vie, ce qui est explicité par son air blasé à chaque réplique de sa famille en voiture, et il doit pas beaucoup s'éclater sous la couette parce que cette nana a pas l'air d'être du genre qui grimpe au rideau toutes les nuits. Il semble clairement la détester, vu la rapidité avec laquelle il la soupçonne de monter la tête de son fils, d'autant que, comme on l'a noté plus tôt, Kubrick dit clairement ce qu'il pense de Wendy en castant les yeux globuleux de Shelley Duvall, qu'il a d'ailleurs traité comme une merde pendant tout le tournage. I don't sympathize with Shelley. It doesn't help you. Yes, it does. Pour en tirer cette performance de Godish stressée et impotente au point d'éprouver la plus grande difficulté à allumer une cigarette. Ce thème du désir frustré est travaillé par sa lecture d'un Playgirl dans le hall d'entrée, son attirance pour la femme dans la salle de bain qui a pour but de le tenter en jouant là-dessus, ce que Danny fout d'ailleurs en l'air en imposant sa peur, volontairement ou à cause de sa crise, à son père comme il le castre dans la vie de tous les jours je suppose. Et puis il y a ça. On comptera parmi les originalités apportées par la mise en scène d'un cinéma d'horreur, l'absence de voix off pour ne pas rassurer sur la fin, les plans en vision subjective permis par des caméras plus modernes et légères qui font anticiper ce qui pourrait nous sauter à la gueule et font vrai ou familier, et les regards caméra de Jack en particulier qui mettent mal à l'aise en brisant le quatrième mur. L'occasion aussi de préciser que si tous les défenseurs du cinéma intello prout-prout vouant un culte à Kubrick vous diront avec force et fracas qu'il est le premier à avoir utilisé la Steadicam, ils seront aussi toujours extrêmement frustrés et énervés quand vous leur ferez admettre qu'en fait c'est Rocky qui l'a fait le premier 4 ans plus tôt. Même s'il faut admettre du coup que, surtout à l'époque, ça devait être étonnant et angoissant comme mouvement pour les spectateurs. Enfin, on trouvera assez souvent des miroirs. Il les travaille en priorité pour préparer à la révélation du Red Rum, qui au passage est le seul moment qui m'a vraiment foutu les boules du film parce que la voix de Danny est ultra bizarre. Red Rum! Red Rum! Red Rum! Red Rum! Mais aussi pour illustrer la dualité du personnage de Jack. Le premier plan de lui, une fois responsable de l'hôtel, est à travers celui de leur chambre, qu'on reverra quand il rassure Danny et lui dit qu'il ne lui fera jamais de mal, avec un plan qui cadre la salle de bain par laquelle Wendy et Danny s'enfuiront en fin de film, et dont Jack défoncera la porte avec de magnifiques panoramiques de caméra qui suivent les coups de hache afin d'en faire encore plus ressentir la violence. Et par la suite, des miroirs sont présents derrière le barman, dans les toilettes où il parle à Grady, et bien sûr dans la salle de bain de la chambre 237, appuyant que les fantômes reflètent, transcrivent, personnifient ou jouent sur les peurs et désirs personnels de Jack. Terminons sur son dernier pied de nez au cinéma d'horreur avec la lumière, puisque là où la pénombre ou le travail des ombres sont essentiels à ce registre et auraient pu être parfaitement adaptés à sa façon de gérer les ombres et les sources de lumière, ici elles ne sont pas travaillées du tout. Vous me direz, cadre tellement large que ce serait difficile de cacher un projecteur dans le décor, et puis quand le gars est tellement maniaque qu'il veut pas qu'on voit le cordon de télévision, c'est clair qu'il va gueuler si t'essayes de camoufler un projecteur dans le cadre. Mais ouais, presque tout est en lumière naturelle, et surtout baigne dans la lumière, qu'elle soit artificielle ou celle du jour. Et à mon sens, c'est un des éléments qui aide le plus à rendre le film pas effrayant. Il y a de la musique tout le temps, les fantômes débarquent au bout de 10 minutes dans l'hôtel mais passent plus de temps à discuter qu'à faire peur, et quand ils font peur, ils se contentent d'avancer lentement vers les personnages ou leur parler, donc la progression horrifique patauge. Alors si en plus tout est éclairé comme en plein jour, non, navré, s'il y a bien un film dont je comprends pas le succès, c'est Shining. Et d'ailleurs, s'il courbait pas les chines juste pour entretenir le mythe, ses collègues le diraient tous. And he asked me, he said, how did you like my movie? And I only seen it once, and I didn't love Shining the first time I saw it. I have since seen Shining 25 times, one of my favorite pictures. On est passé d'une histoire surnaturelle qui joue sur les problèmes de Jack à un thriller psychologique mou où Jack croise des fantômes par moment et ne réagit absolument pas. Le gars est même pas bourré, y a pas une bouteille d'alcool dans l'hôtel, il voit un fantôme, il lui parle. Bah oui, quel sentiment de peur ça provoque chez le spectateur, c'est incroyable. C'est pour qu'on se demande si à tout hasard il serait pas schizophrène. Oui bah mon cul. Alors que Danny est le premier personnage du film à voir un fantôme et que Dick lui a parlé du Shining quelques scènes plus tôt. Ouais, il serait vachement schizophrène. Puis c'est connu la schizophrénie, ça ouvre les portes. Bref, quand il vient faire un genre, il fait du non-genre, de l'anti-genre. Et son cercle intello prout-prout adore ça, c'est tellement mieux de venir faire exactement l'inverse de ce qui marche juste pour faire son différent. Non! Qu'est-ce que je raconte? Bien sûr que c'est bien d'aller chercher une nouvelle façon de faire, mais vous allez tellement loin dans le positif qu'il faut parfois en faire autant dans le négatif pour permettre de vous remettre en question. Je veux dire que parfois l'expérience va tellement loin qu'au lieu de transformer, tu finis par vider de sa substance. C'est quoi Shining? Un film d'horreur avec un schizophrène ou un drame familial avec quelques fantômes par moment? Jack Torrance is a difficult character, but he's fundamentally a sympathetic character. And I always visualized him as a piece of metal that's bent first one way and the other by these malignant spirits who basically want his son because his son is a psychically powerful person. So I saw these all as warm characters, characters that were being threatened by forces from without.
from ghosts, from real supernatural creatures. And the film is extremely cold. Stanley Kubrick saw The Haunting as coming from Jack Torrance, from the Jack Nicholson character, whereas I always saw it from outside. So we had a fundamental difference of opinion about it. I always thought that the real difference between my take on it and Stanley Kubrick's take on it was this. In my novel, the hotel burns. In Kubrick's movie, the hotel freezes. It's the difference between warmth and cold. Bon, Shining c'était un peu long, mais c'est fini. Film suivant, Full Metal Jacket. Sorti en 1987, celui-là sera beaucoup plus facile à traiter. Il s'agit d'un film sur la guerre du Vietnam et ses conséquences et effets sur les soldats qui l'ont vécu. Découpé en deux parties très distinctes, ce que j'oubliais pourtant toujours jusqu'à cette vidéo parce qu'à chaque fois je me souviens beaucoup plus de la première partie que de la deuxième. La première nous montre la formation de ces jeunes hommes, de leur arrivée au centre d'entraînement et le rasage de leurs cheveux à leur promotion et affectation finale, tandis que la deuxième, dans la tradition kubrickienne, nous invite à voir que tout cela n'a servi à rien. Des mois d'ordres et d'insultes hurlés par un véritable sergent instructeur pour leur apprendre à devenir une équipe, d'humiliation pour faire d'eux de vrais hommes, d'exercices répétitifs et abrutissants à répéter jusqu'à atteindre la perfection, pour qu'au final, l'un craque émotionnellement et psychologiquement en flinguant le sergent et retournant l'arme contre lui lors de sa toute dernière nuit, et qu'ils voient leur coordination et virilité ostentatoire voler en éclats face à des circonstances de combat réelles, à la dévastation causée par une femme, aux morts impossibles à prévoir provoquées par une guerre de camouflage et de snipers, et à la destruction de leurs âmes, les faisant terminer le film en chantant, comme les gamins qu'ils sont toujours en vérité, la chanson du Mickey Mouse Club. Ce qui peut aussi symboliser le côté où on vient mener la paix et la liberté à l'américaine dans un champ de ruines et de flammes qu'on a nous-mêmes provoqué, également filé par quelques références au western et répliques des héros. I wanted to meet interesting and stimulating people of an ancient culture and kill them. Enfin, peu importe comment vous l'interprétez, c'est toujours moins optimiste et poétique que les soldats de 14-18 qui sont réconfortés par une chanson de leur ennemi. Full Metal Jacket est un très grand film, mais alors s'il y a bien un Kubrick qui n'est pas narratif, c'est celui-là. Les personnages, à l'exception peut-être de Lawrence, n'ont aucun arc travaillé, un seul trait de personnalité maximum et aucun objectif. On sait même pas ce qu'ils étaient avant vu qu'on les découvre quand l'armée les rase et les uniformise. Ils se laissent porter par leur formation, puis par leur affectation. Joker lit le tout avec sa narration et sa présence, mais c'est tout. Quelque part, cela dit, ça colle parfaitement avec l'esprit d'un film sur l'armée, avec donc cet esprit de groupe où tout le monde est égal tant que son grade ne lui dit pas le contraire, et les individus se distinguent par quelques éléments précis. Surtout, ça colle avec l'idée de déshumanisation excessive et au final inutile que Kubrick veut dénoncer comme la plupart de ses collègues depuis le début de ce conflit. Ça colle aussi à son style de réalisation, ses grands cadres très éloignés des personnages, sa passion pour les travelling et pour filmer de grandes scènes de figuration bien ordonnées, et avec son travail de la peur et du désir. Dans la partie 1, on voit le désir de réussite et la peur de l'échec ronger Lawrence et ses rapports avec le reste du groupe, et dans la partie 2, la peur causée par la guerre entrera en opposition avec le désir travaillé par les prostituées qui ont droit à 2 scènes juste pour elles et introduisent le segment, et le désir que provoquera leur ennemi. On retrouve également son travail du plan séquence pour le réalisme, les grands angles partout, et notamment autour du sergent instructeur, mais là aussi une relative absence du travail de lumière, à l'exception de la scène de nuit où Lawrence pète les plombs. Pas de classique ici, uniquement des chansons pop de l'époque, comme pour marquer une décadence ou un côté rebelle, et quelques compositions atmosphériques originales pour les scènes de guerre faites par sa fille, Viviane Kubrick. Et enfin, le film le plus énigmatique de sa carrière et le plus responsable de sa légende, puisque tel Molière, il est mort sur scène après en avoir fini le premier montage, Eyes Wide Shut. Alors, Eyes Wide Shut. La base de ce film, sorti en 99, c'est probablement la peur du désir. C'est l'histoire de Bill, un mec brillant en couple avec une femme qu'il considère comme acquise. It's great. You're not even looking at it. Qui, en une soirée de Noël chez son ami Ziegler, un modèle de réussite, le voit tromper sa femme avec une nana qui manque de mourir d'une overdose pendant que la soirée est en cours, et voit en même temps son couple testé simultanément par l'homme hongrois pour Alice, et l'opportunité de sortir avec 2 femmes mannequins pour Bill. Quelques jours plus tard, et grâce à l'aide de cigarettes d'Amsterdam, cette soirée va amener à une discussion autour de la vision que Bill a de son couple et sa femme. Il n'éprouve aucune jalousie parce qu'il n'imagine même pas qu'elle puisse avoir des envies ou des fantasmes, lui n'en ayant apparemment aucun. Après quelques échanges fumeux à plus d'un sens,
Alice explose de rire face à la candeur de son mari sur son mariage et les femmes en général, et lui révèle qu'un jour, elle a vu un homme dans un hôtel où ils étaient, dont elle s'est tellement sentie attirée qu'elle a sérieusement pensé à tout abandonner, mari et enfant. À cet instant, le téléphone sonne pour lui annoncer la mort du père d'un de leurs couples de connaissances, et démarre alors le parcours de doute de Bill. Assailli de questions et par la pensée de sa femme avec un autre homme, Bill se rend sur place et se retrouve face à une projection de son propre couple, dont la femme a été rendue complètement érotomane par le choc de la confrontation avec la mort. Sortant de là travaillé par cette expérience et par la jalousie provoquée par la confidence de sa femme, Bill décide de se tester, voir s'il a envie d'une aventure, s'il apprécierait, lorsqu'il est abordé par une prostituée dans la rue, mais est interrompu par un appel de sa femme. Il se décide à abandonner, mais passe alors à côté du bar où joue son ancien ami Nightingale, joueur de piano revu chez Ziegler, qui lui confie jouer plus tard dans la soirée pour une fête orgiaque au premier sens du terme. Bill se rend chez un costumier qui surprend en même temps sa fille mineure avec 2 japonais qu'il promet d'envoyer chez les flics, puis se rend à la soirée en taxi. Mais il se fait remarquer dès le début, et après avoir observé quelques instants la débauche de sexe anonyme offerte sous ses yeux, il se voit confronté aux riches et puissants organisateurs de la soirée. Alors qu'il est démasqué et semble condamné à mort, une femme interrompt la cérémonie et échange sa vie contre la sienne. Le lendemain, Bill va voir son ami disparaître, la femme retrouvée morte, se rendre compte qu'il est suivi et découvrir que le loueur de costumes loue aussi sa fille mineure à des clients s'il paye assez, tout en recevant des menaces de la part des gens de la soirée qui n'aiment pas trop qu'il fouille, et en apprenant de la part de la colocataire de la prostituée qu'elle vient d'apprendre qu'elle a le sida. Finalement, appelé par son ami Ziegler, Bill apprend que tout ça n'était qu'une funeste mise en scène destinée à ce qu'il prenne peur et ne parle jamais de la soirée. Rentrant chez lui, Bill trouve le masque de la soirée qu'il avait perdu dans le lit de sa femme, et, accablé, s'écroule en sanglots et se confie à elle. Le lendemain, alors qu'ils font des courses de Noël avec leur fille, tous deux se félicitent d'avoir vu leur couple survivre à l'épreuve, et Alice lui propose de se préoccuper très vite de l'essentiel. Ouais. Alors, Eyes Wide Shut, même les plus grands critiques et cinéastes sont pas d'accord sur le sens de tout ce qui se passe dedans, et moi-même, même si je suis très vite parti sur une théorie, il m'a fallu un paquet de visionnages pour la peaufiner. Mais du coup, bonne occasion de voir où ça m'a amené d'analyser tout ça. Je dis que Kubrick est froid, direct, qu'il filme ce qui se passe et a toujours les mêmes gimmicks de réalisation comme tous ses confrères. Donc, si on décrit ce qu'il fait visuellement, et qu'on sait quel genre d'histoire il écrit, on devrait avoir la réponse. La soirée est le point de départ de tout ça. C'est là que leur fidélité est testée, mais c'est aussi là que l'on rencontre Nightingale. Nick, c'est l'inverse de Bill, celui qui a suivi ses pulsions en partant dans l'art, là où Bill a choisi la vie rangée et raisonnable de la médecine et la vie de famille. Cette rencontre est le début de la remise en question de ses choix de vie, plus tard alimentée par la chute de son idéal ou son modèle avec Ziegler, et la mise à l'épreuve de son engagement vis-à-vis de ses convictions avec les deux modèles. Après ça, une séquence nous montre sa vie bien rangée et son comportement professionnel. À la seconde précise où Bill reçoit l'information de la part de sa femme, il reçoit un coup de téléphone comme un appel à la réalité. Et ce rappel à la réalité, c'est la mort d'un père, donc, quelque part, de la vision patriarcale de la femme et du couple de Bill. Women, it is just about security and commitment and whatever the fuck else. A little oversimplified, Alice, but yes. If you men only knew. Et de sa virilité. Le tout projeté sur un autre couple qui leur ressemble sur bien des points, y compris les pensées charnelles insoupçonnées de Marion et l'aspect benet et aveugle du mari. C'est ainsi qu'il réalise à quel point il est candide. À partir de là, il part dans une confrontation avec les désirs de son épouse pour se remettre en question et se confronter à ses propres fantasmes, qui en début de film ont été symbolisés ainsi. Ladies, where exactly are we going? Where the rainbow is. Vous noterez donc qu'en plus de la ressemblance du couple avec nos protagonistes, la scène se déroule dans une pièce avec un sapin en couleur de l'arc-en-ciel dans l'entrée, puis que la prostituée qui l'accoste l'amène dans son appartement rempli de guirlandes arc-en-ciel, où il est interrompu par l'appel de sa femme, et donc le rappel de la famille qu'il risque de gâcher. A noter qu'elle vit avec une colocataire, elle aussi très attirée par Bill, et qu'ensemble, elles semblent donc être des projections des deux mannequins qui l'ont dragué pendant la soirée. Après sa rencontre avec Nick, Bill a l'opportunité d'explorer à nouveau l'arc-en-ciel avec une soirée anonyme, protégeant ainsi sa famille d'un vice dont les conséquences sont représentées par cet homme et sa jeune fille ado, ce que sera bientôt la sienne, qui se tapent deux mecs. D'ailleurs, c'est la première chose qu'il regarde en rentrant, sa fille innocente. Malgré cet avertissement, il se rend à la soirée riche en couleurs, où là aussi il se voit interrompu au dernier moment quand cette femme vient le chercher et lui dit de partir, trop tard, avant de le sauver. Elle incarne presque sa conscience, puisqu'elle est celle par qui il a réalisé que son ami était infidèle, la prostituée.
D'ailleurs, la soirée entière semble un parallèle avec la première, une réunion de riches et puissants qui portent des masques mondains pendant qu'ils sont pourris de vis par derrière, voire par devant. En gros, le film fait réaliser à Bill qu'il prend des risques, pour lui comme pour sa famille et son mariage, s'il décide d'avoir une vie volage, et que c'est peut-être la seule chose qui le retient d'avoir ou d'assouvir ses fantasmes. Les délires de la soirée correspondent d'ailleurs presque exactement aux rêves de sa femme, indiquant que c'est la question en jeu, le dilemme de la tromperie-jalousie, et la question de ce qui fait qu'on y cède ou pas. Le lendemain, traînant le poids de la soirée avec lui, il essaye, comme l'indique l'affiche du film fictif Dark Eyes sur le taxi, de fermer les yeux sur ses nouveaux fantasmes, et voit les conséquences tomber avec son ami qui disparaît, le vendeur révélé être un proxénète amoral qui vend sa fille mineure tant il est vicié par son envie de se laisser accéder au plaisir arc-en-ciel, et quand il se reconfronte à l'idée de la tromperie, il trouve le mari de Marion pour lui répondre, et la prostituée révélée par sa colocataire être séropositive. Sans parler de Mandy, la prostituée de Ziegler qui avait sauvé Bill à la soirée. En fin de film, il est confronté à celui-là même qui l'a confronté à l'idée de tromper sa femme, et des conséquences que ça pourrait avoir, qui lui dit grosso modo qu'il est pas de taille, et lui offre donc de laisser tout ça derrière lui. En rentrant chez lui, il est assailli par sa culpabilité, connue de sa femme, et lui confie enfin ses pensées et rêveries, car il a compris que le plus important pour qu'un couple tienne est d'avoir les yeux grands ouverts, et non fermés, sur ses problèmes ou fantasmes. Alors oui, pour une fois, le message, c'est pas que la vie c'est de la merde et on devrait tous crever, c'est un vrai film sur l'amour, à la Kubrick, et le conseil de Kubrick sur comment faire survivre son mariage. Bon, au final, ça reste un peu nihiliste, parce qu'en gros, ce qu'il dit, c'est que les tromperies ajoutent trop de risques pour toi, ta santé, ta famille et ta réputation, donc au final, le mieux, surtout quand on a une femme assez belle et intelligente pour écouter et verbaliser, et même si la survie de son couple n'est pas l'objectif absolu, c'est de laisser ses fantasmes rester des fantasmes, tout se dire, et rester chez soi baiser sa femme. Voilà, à mon sens, la signification de l'histoire. Je ne reviendrai même pas sur les rumeurs comme quoi on l'aurait assassiné parce qu'il aurait révélé les orgies des puissants et des Illuminati dans son film. Passons donc à la mise en scène. Parce que si Kubrick n'avait a priori pas prévu de faire de Eyes Wide Shut son chant du cygne, il représente la quintessence de son style et de sa carrière. On peut parler notamment de l'association de son travail de la lumière et des couleurs des décors. Le bleu, en particulier, qui semble représenter le danger et la peur, mais pourrait aussi symboliser la confrontation entre la réalité et le cocon protecteur jaunâtre du couple. Les intérieurs sont souvent chauds, mais opposés à la froideur du bleu surnaturel qui vient de l'extérieur. Dans le bar de Nightingale, qui lui propose le vice et donc le danger ultime, un néon bleu éclaire la scène, alors que la pièce est entièrement éclairée de guirlandes de Noël arc-en-ciel, et lorsqu'il est mis à part pour être sauvé par la prostituée, elle le met devant des fenêtres par lesquelles les dangers bleuâtres de l'extérieur essayent de rentrer dans le jaune protecteur. Lorsqu'il revient de l'orgie et que Alice lui raconte son rêve, étrangement similaire, la pièce entière est baignée de bleu avec un rappel de jaune par la porte alors qu'elle était bien sombre au tout début, et lorsqu'enfin il décide de se confier, d'ouvrir les yeux, le jaune disparaît. Le bleu est présent sur bien des éléments qui symbolisent ou protègent du danger. On peut citer la grille de la maison où se déroulait l'orgie, ou la porte et le couloir d'entrée de leur appartement, la voiture sur laquelle est projeté Bill par les jeunes qui l'insultent, les tenues bleues de ses juges, la boîte aux lettres bleue à côté de l'homme qu'il suit, et la couleur du carton de feuilles qu'Alice utilise pour rouler le joint fatidique. Notons que le décor de fin, un magasin de jouets, oppose justement fortement le bleu au rouge, qui quant à lui, semble représenter la passion et la sexualité, marquant par exemple la porte de la prostituée, les tapis de l'orgie, le billard de Ziegler qui joue avec ses boules et sa queue, et sur l'oreiller de Alice, créant une opposition de son désir rouge, de la peur bleue de Bill et du confort un peu candide, jaune. Si on file la métaphore des couleurs, on peut même remarquer que Marion, mélange de la sécurité du couple jaune et de peur bleue du désir, est dans une pièce verte, et que la prostituée, mélange de peur bleue et de désir rouge, est en violet. C'est d'ailleurs là qu'on peut noter que tous les intérieurs sont éclairés en lumière naturelle. Qu'il s'agisse de simples lampes ou de lustres, ou bien de toutes ces guirlandes, décolorées de Noël aux blanches de la soirée, elles sont les seules sources de lumière, en dehors de quelques rehaussements généraux à l'aide de lampes chinoises. Vous savez quoi? Je crois que j'adore Eyes Wide Shut. Je sais pas, je crois que malgré tout, c'est un de ses films les plus humains et chaleureux, certainement le plus chargé en émotions. Il y a une vérité dans la scène d'engueulade qui est assez incroyable, elle dure quand même 13 ou 14 minutes cette scène, la dispute est même pas vraiment logique à cause de la weed, leurs arguments sont foireux ou ils s'énervent pour rien, mais ça fait incroyablement vrai et ça amorce un récit, lui, complètement barré,
avec la scène d'orgie monumentale et complètement hypnotisante avec sa musique perchée. Et une ambiance générale atmosphérique grâce au décor très chargé et aux lumières des guirlandes. Même la fin brusque au mot fuck est géniale, qu'on la comprenne ou pas, c'est quand même un gars qui finit 46 ans de carrière sur un fuck magnifique. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre que d'applaudir ça? Surtout pour conclure une carrière basée sur la transgression. Et du coup, je vais terminer cet exposé laudatif du film avec un truc bien transgressif que Kubrick n'aurait plus qu'à prouver. Une accusation de plagiat. Mais c'est absurde, le film est basé sur le roman Trome Nouvelle. Vous allez voir. Ça a été un peu ma découverte surprise. En fin d'écriture de cette vidéo, j'ai vu dans une interview Kidman mentionner que pour le film, Kubrick leur avait conseillé de regarder une série de moyens-métrages polonais qui s'appelle Le Décalogue. Parce que non, on n'a pas attendu Netflix pour considérer que certains téléfilms ou séries étaient quasi cinématographiques. Donc je me suis penché dessus. Alors, c'est du cinéma d'auteur, hein, donc c'est froid et triste à s'en ouvrir les veines, c'est-à-dire pile la came de Stanley. Genre, dès le premier épisode, il y a un enfant qui meurt dans un lac et des travelling en veux-tu en voilà. Bref, il kiffe. Et ça se compose de 10 épisodes qui suivent divers personnages qui habitent tous dans la même banlieue d'immeubles et explorent les 10 commandements d'une façon parfois assez incompréhensible. Genre, l'épisode 3 est censé se concentrer sur « Tu respecteras le jour du Seigneur » et suit un mec qui abandonne sa famille le soir de Noël, qui, à moins de tomber un dimanche, n'est donc pas le jour du Seigneur, même si c'est censé être l'anniversaire de Jésus, pour répondre à une urgence, et se retrouve dans une série de déambulations où il va être tenté de reprendre une vieille relation adultère avec cette femme qui le réquisitionne pour l'aider à chercher son mari, et qui à la fin lui révèle que tout n'était qu'une supercherie, et que si elle a survécu à cette nuit, elle survivra à tout ce qui... Oh, dis donc! Ça vous rappelle rien tout ça? Avec en plus le motif des guirlandes et des sapins pour symboliser la tentation? Voilà, si je peux mettre un dernier petit coup à la vénération dogmatique de Kubrick, c'est qu'il s'inspire du travail des autres. Ce qu'il fait n'est donc pas unique, comme n'importe quel réalisateur ou artiste avant ou après lui en fait, des peintres antiques aux réalisateurs modernes. Il n'avait donc pas la création divine entre les mains, il avait juste, comme beaucoup, l'œil pour voir ce qui marchait ou pas, et trouver comment le réutiliser à son avantage, et tout en restant créatif. Parce que je dis pas que c'est mal, hein. Attention, je suis pas en train de crier au charlatanisme, je fais partie des gens qui disent que l'originalité n'existe pas. C'est normal de s'inspirer entre artistes, que certaines idées résonnent avec les siennes, et qu'on les retrouve dans certaines parties de ses films. Lui-même a dit que sa caméra mobile venait de son admiration pour Max Ophuls. Mais c'est pour achever de dire qu'il n'y a pas de quoi être en adulation. On peut l'admirer, être fan, mais il faut arrêter d'en faire une icône et de crier à l'hérétisme dès que quelqu'un n'est pas sensible à son travail. Des fois d'ailleurs, les gens sont touchés, mais c'est tout simplement pas ce qu'ils préfèrent. Et ça veut pas dire qu'ils ne savent pas apprécier le cinéma. Juste celui de Kubrick. Un cinéma parmi tant d'autres, tout aussi valable. Pour en revenir à ce que je veux dire avec cette vidéo, je n'ai rien contre Kubrick. Je ne suis pas fan. J'ai pas envie, spontanément, de revoir ses films. En ça, je suis différent de beaucoup de cinéphiles. Mais jamais je n'irai nier que c'est un génie. C'est juste un des génies. Et on n'est pas obligé de tous les aimer, ni d'aimer tous leurs films. On n'est même pas obligé de les aimer, d'ailleurs. Il incarne pas le cinéma absolu ou ultime. Il n'y a aucun réalisateur qui fait l'unanimité. Il y a des génies, mais chacun a son style, fait son genre de film, et chacun trouve le génie qui lui parle selon ses goûts. Pourquoi, sous prétexte qu'il est retenu dans l'histoire, il faudrait le traiter différemment et se forcer à l'aimer? Pourquoi on aurait le droit de se sentir supérieur si on aime son travail, et d'accuser les autres de pas comprendre la forme d'art entière si on n'y est pas sensible? Vous savez ce qui est dingue? C'est que c'est l'attitude que je pensais trouver quand j'étais en école de cinéma, ou je le craignais en tout cas, qu'il y ait que des gens qui allaient juger à partir des goûts et qui parleraient que de Kubrick. Et en fait, dans toute la promo, je crois qu'il n'y en avait qu'un qui était fan de Kubrick. D'autres qu'en avaient jamais vu un seul. La plupart aimaient, sans plus. Même parmi les profs. Les gens qui aiment le cinéma s'en foutent que vous aimiez les classiques, tel film ou tel réalisateur. Les vrais fans de cinéma savent que le cinéma est un spectre, créé par des individus différents pour des publics différents où chaque film résonnera différemment pour chaque membre de cette audience. On a le droit de ne pas aimer Kubrick. C'est bien d'en garder un ou deux, mais c'est pas grave de ne pas aimer, et ça ne veut pas dire que vous serez incapable d'aimer les classiques ou que vous n'aimez pas le cinéma. Vraiment, j'ai absolument rien contre lui, hein. J'aime les plans composés, j'adore les grands angles, les steadicams, les dolly shots, les montages puissants, prendre à revers les habitudes.
Vraiment, je peux pas le détester, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Comment les gens me découragent de travailler en groupe, la futilité de la plupart des choses de ce monde, l'absurdité des manigances et des guerres, et le fait que la peur et le sexe soient certainement les deux forces les plus motrices de nos vies. Même son côté terre-à-terre, je kiffe. Mais parfois, il va trop loin. Il se force presque à rendre ses films difficiles à regarder, voire difficiles à comprendre. Et le style ne fait pas tout. Bien qu'il fasse un film de Kubrick. C'est marrant de noter que sur la fin, il est un peu revenu à la candeur de ses débuts. En parallèle d'Eyes Wide Shut, Kubrick travaillait également sur un conte de fées moderne appelé AI, Artificial Intelligence, qui sera finalement réalisé après sa mort par son ami Steven Spielberg. Un film notoirement connu pour sa fin bien trop happy end où les robots aliens offrent à David ce qu'il rêvait d'avoir depuis le début, qui a longtemps été assimilé à Spielberg, réalisateur bien plus optimiste que Kubrick. Mais ce choix était en réalité bien celui de Stanley, et confirme qu'il avait sur la fin un regard un chouïa plus positif sur le monde. Bon, en dehors du fait que le film dit que si on créait des robots avec de vraies émotions, on n'en serait pas digne et que ça gâcherait notre plaisir de leur faire partager notre humanité. Ouais, même le Kubrick le plus positif, il est trop froid pour un réalisateur aussi chaleureux que Spielberg. Et ça se ressent. AI est un film qui ne marche pas vraiment. Il est trop lumineux et rapide pour du Kubrick, et trop sombre et dur pour du Spielberg. Les saveurs ne se mélangent pas. Non qu'il soit incapable de filmer des choses difficiles, mais Steven a essayé de reproduire le style de son ami avec ses mots à lui. Et un film de Kubrick ne peut être raconté par un des réalisateurs les plus chaleureux d'Hollywood. Mais AI, c'est Spielberg, donc on ne reviendra pas dessus. Du coup, ça y est, on a fini la rétrospective sur son œuvre, et on peut passer au cœur de cette vidéo.